Le pire cauchemar de tous les parents est de voir leur enfant souffrir de la faim. Dans cette ville frontalière austère du Montana, Molly, 8 ans, est confrontée à un choix qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire. Elle entre dans le saloon Arlo et s'offre à des hommes ivres en échange d'un morceau de pain. Les hommes rient et tendent la main vers elle avec de sombres intentions. Mais Jeremiah Kane, un montagnard solitaire, observe la scène depuis un coin de la pièce. Il a passé 20 ans à éviter les problèmes des autres. Mais le courage de cette petite fille touche son cœur. Il se lève, sa grande silhouette remplissant la pièce, et les rires cessent, sur cette scène. Il arrête doucement sa main et lui donne son propre repas. Ce moment de gentillesse change tout pour eux deux. Mais un seul homme bon peut-il protéger une enfant qui a perdu tout ce qu'elle aime? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. L'hiver 1887 s'était installé sur Willow Creek, dans le Montana, comme une lourde couverture, étouffant les sons et gelant l'espoir dans le cœur de ceux qui considéraient cette ville frontalière isolée comme leur foyer. La neige s'accrochait aux trottoirs en bois et s'accumulait dans les coins des vitrines des magasins, tandis que la fumée s'élevait des cheminées en fines colonnes grises contre le ciel pâle. C'était un endroit où les gens venaient pour disparaître, certains par choix, d'autres par circonstance. Jeremiah Kane était arrivé 3 jours auparavant, conduisant une mule chargée de fourrures et de provisions dans la rue principale. À 45 ans, il se comportait avec l'assurance tranquille d'un homme qui avait appris à lire la nature sauvage comme les Écritures. Sa barbe argentée encadrait un visage buriné par des années de solitude. Sous son épais manteau, il gardait la Bible de son père, dont la reliure en cuir était usée par d'innombrables mains et dont les pages étaient remplies de notes manuscrites à l'encre délavée. Ce livre saint l'avait accompagné pendant 20 ans d'exil volontaire, lui rappelant l'homme qu'il était autrefois et de la foi qu'il avait perdue le long des sentiers de montagne et au bord des ruisseaux gelés. La porte du saloon avait grincé sur ses gonds rouillés lorsque la petite fille était entrée, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Molly, avait-il appris plus tard, portait une robe 3 tailles trop grande, dont le tissu bleu était taché de boue et de choses pires encore. Autour de son poignet maigre, à peine visible sous ses manches effilochées, pendait un ruban bleu déchiré qui retenait autrefois ses cheveux emmêlés et sales. Ce ruban, décoloré, qui devait être d'un bleu ciel éclatant à l'origine, évoquait des jours meilleurs, où quelqu'un avait pris soin de l'attacher avec des doigts délicats. Henderson, le tenancier du saloon, était un homme dont la générosité ne s'étendait pas au-delà de ses marges bénéficiaires. Son établissement servait du whisky coupé à l'eau à des hommes qui ne pouvaient pas se permettre mieux et s'en moquaient bien. Les sols n'avaient pas été correctement nettoyés depuis l'ouverture de l'établissement 5 ans auparavant, et l'air était chargé de l'odeur des corps sales, d'alcool renversé et de rêves brisés. C'était exactement le genre d'endroit où des enfants désespérés pouvaient errer à la recherche de reste. Elle vivait dans la rue depuis près de 2 mois, avait expliqué Henderson plus tard, en essuyant des verres avec un chiffon qui avait connu des jours meilleurs. Ses parents étaient morts de la fièvre qui avait sévi en septembre. Elle n'avait pas d'autre famille. Elle dormait dans les entrées d'immeubles et mangeait ce que les gens lui donnaient. Le shérif Tom Briggs était un homme honnête, mais il portait le poids d'essayer de maintenir l'ordre dans une ville où l'ordre était un luxe que peu de gens pouvaient se permettre. Son bureau se trouvait au bout de Main Street, dans un petit bâtiment aux fenêtres grillagées où l'espoir était rare. Briggs faisait ce qu'il pouvait, mais un seul homme ne pouvait pas résoudre les problèmes que la pauvreté et l'isolement faisaient germer comme des mauvaises herbes dans un sol rocailleux. Les lois sont claires concernant les orphelins, avait déclaré Briggs en ajustant son badge avec des doigts qui tremblaient légèrement à cause d'un excès de café et d'un manque de sommeil. Elle était censée aller au foyer territorial pour enfants à Helena, mais c'est à 3 jours de route, et l'hiver a presque fermé l'école. La petite fille ne survivrait pas au voyage, aussi faible qu'elle est. La vérité était plus simple et plus dure que ne pouvaient le traiter les réglementations bureaucratiques. Les enfants comme Molly passaient entre les mailles du filet, oubliés par des fonctionnaires qui vivaient dans des bureaux chauffés à des centaines de kilomètres de là. Dans les villes frontalières, la survie dépendait souvent de la gentillesse des étrangers ou de leur absence. Jeremiah observait la partie de cartes depuis sa table dans un coin,
sirotant un whisky et réfléchissant aux provisions dont il aurait besoin avant de repartir dans les montagnes. Il avait prévu de passer l'hiver dans une cabane qu'il avait construite près de Copper Creek, à 30 km au nord, à travers un terrain qui allait bientôt devenir impraticable. La vie de montagnard lui convenait. Pas de complications, pas de responsabilité autre que sa propre survie, aucun risque de décevoir les personnes qui dépendaient de lui. Les 4 hommes assis à la table de poker représentaient tout ce qui n'allait pas dans la justice frontalière. Menés par un homme nommé Corbett, ils faisaient des petits boulots quand ils étaient sobres et causaient des problèmes quand ils étaient ivres. Ce soir-là, ils fêtaient le succès d'un transport de bétail, les poches pleines d'un salaire qu'ils perdraient probablement avant l'aube. Lorsque Molly s'approcha de leur table, sa petite voix était à peine audible au-dessus du piano dans le coin. Corbett leva les yeux, le regard dénué de toute chaleur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avait-il dit en se calant dans sa chaise. « Petite souris, tu veux quelque chose? »« S'il vous plaît, monsieur, » avait murmuré Molly, le regard fixé sur le sandwich à moitié mangé à côté du coude de Corbett. « Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Vous échangeriez votre pain contre... » Elle avait marqué une pause. Son esprit d'enfant peinait à trouver les mots pour exprimer des choses qu'aucun enfant ne devrait comprendre. Les rires qui avaient éclaté à la table étaient cruels et complices. Ces hommes prenaient ce qu'ils voulaient et se justifiaient par n'importe quel raisonnement que leur fournissait le whisky. Ike Corbett avait tendu la main vers elle, une main tachée par le travail et par quelque chose de plus sombre. C'est alors que Jeremiah s'était levé. Il n'était pas grand selon les standards de la frontière, mais quelque chose dans son attitude imposait le respect. Des années de survie dans la nature sauvage lui avaient appris quand rester immobile et quand bouger, quand parler et quand le silence avait plus de poids. Les rires s'étaient éteints à son approche de la table. Ses bottes martelaient le sol en bois comme un tambour funèbre. « Les filles ont faim », avait-il dit simplement, sa voix portant l'autorité d'un homme habitué à être écouté dès la première fois. Corbett avait commencé à protester, mais quelque chose dans les yeux de Jeremiah, une profondeur qui témoignait d'expériences que la plupart des hommes n'avaient jamais vécues, l'avait fait réfléchir. Sans rompre le contact visuel, Jeremiah avait placé son assiette intacte devant Molly, son contenu encore chaud sorti de la cuisine. « Mange », lui avait-il dit gentiment. « Tout. » Elle s'était jetée sur la nourriture avec une gratitude désespérée, ses petites mains tremblantes déchirant le pain et la viande. Entre 2 bouchées, elle l'avait regardé avec des yeux qui reflétaient une sagesse bien trop grande pour son âge. Le genre de sagesse qui vient de la compréhension de la rapidité avec laquelle le monde peut devenir froid et cruel. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?» avait demandé Jeremiah, en s'installant sur une chaise à côté d'elle. « Molly » avait-elle répondu, la bouche pleine de bœuf. « Molly Richardson. » Ma maman avait l'habitude d'attacher ce ruban dans mes cheveux. Elle avait touché le tissu bleu effiloché à son poignet. Elle disait qu'il allait bien avec mes yeux. Cette simple phrase avait touché Jeremiah plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Les enfants ne devraient pas avoir à parler de leurs parents au passé. Ils ne devraient pas avoir à porter leurs souvenirs comme un précieux fardeau dans des rues qui ne montrent aucune pitié. Quelque chose dans sa poitrine, une partie de lui qu'il croyait morte et enterrée, s'était réveillée. « Où habites-tu, Molly? » Elle avait jeté un coup d'œil autour du saloon, remarquant les hommes qui observaient leur conversation avec plus ou moins d'intérêt. Partout où il fait chaud, avait-elle répondu avec l'honnêteté pratique d'une enfant qui avait appris à ne pas attendre grand-chose du monde. Cette nuit-là, Jeremiah avait payé Henderson pour une 2e chambre, un petit espace avec un lit étroit et une fenêtre qui donnait sur la ruelle derrière le saloon. Il avait donné à Molly du savon et de l'eau propre et l'avait regardé frotter ses mains et son visage pour enlever des semaines de saleté. Lorsqu'elle était sortie de derrière le paravent, ses véritables traits avaient été révélés. Une ossature délicate qui témoignait d'une bonne éducation, une intelligence qui brillait malgré sa situation. « Vous n'êtes pas obligé d'être gentil avec moi », avait-elle dit, alors qu'il bordait ses épaules frêles avec une couverture empruntée. « La plupart des gens ne le sont pas. » Cette déclaration avait brisé quelque chose dans la solitude soigneusement construite de Jeremiah. Voici une enfant qui s'attendait à la cruauté comme à un état naturel, qui recevait la gentillesse avec la gratitude méfiante de quelqu'un qui avait appris à ne pas faire confiance aux cadeaux qui pourraient lui être retirés. Parfois, être gentil est tout ce que nous avons,
avait-il répondu en s'installant dans un fauteuil près de la fenêtre. Parfois, c'est la seule chose qui compte. Alors que Molly s'endormait peu à peu, sa respiration devenant de plus en plus profonde, Jeremiah ouvrit la Bible de son père à un passage marqué par des années de lecture. Défends les faibles et les orphelins, soutient la cause des pauvres et des opprimés. Les mots semblaient briller à la lumière de la lampe, lui rappelant les promesses qu'il avait faites autrefois à une congrégation qui lui faisait confiance, à un Dieu qu'il avait servi avant que la tragédie ne le pousse dans le désert. Dehors, la neige continuait de tomber, chaque flocon venant s'ajouter à la barrière qui allait bientôt couper Willow Creek du monde extérieur. Au loin, les coyotes s'appelaient les uns les autres à travers le paysage gelé, leurs voix portant des histoires de survie et de loyauté envers la meute. Jeremiah avait écouté ces appels pendant 20 ans, les comprenant comme des communications entre des créatures qui savaient que la solitude signifiait la mort, que parfois le choix le plus fort était de laisser les autres s'approcher suffisamment pour compter. En regardant l'enfant endormi, le visage paisible pour la première fois depuis des mois peut-être, Jeremiah sentit la première fissure dans le mur qu'il avait érigé autour de son cœur. Demain apporterait des décisions, des questions pratiques sur les provisions et la météo, et le long voyage de retour vers sa cabane dans les montagnes. Mais ce soir-là, dans cette petite chambre au-dessus d'un saloon de la frontière, quelque chose avait changé dans l'équilibre délicat de sa vie solitaire. Il referma la Bible et s'installa dans son fauteuil, veillant sur elle pendant qu'elle dormait. À travers les murs fins, il pouvait entendre la partie de poker qui se poursuivait. La voix de Henderson annonçant la dernière tournée, les bruits d'une ville qui s'installait dans un repos agité. Mais dans cette pièce, il y avait quelque chose de différent, un sentiment d'utilité qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait tourné le dos à la civilisation et choisi la solitude des montagnes plutôt que les complications des relations humaines. Le ruban bleu déchiré gisait sur la petite table à côté du lit, à la lumière de la lampe. Jeremiah pouvait presque l'imaginer brillant et neuf, noué dans les cheveux d'une petite fille par des mains aimantes. Il se rendit compte que certaines choses valaient la peine d'être restaurées. L'aube se leva, grise et froide, sur Willow Creek, peignant les rues enneigées de nuances d'étain et d'ombre. Jeremiah se réveilla et trouva le fauteuil près de la fenêtre vide et le petit lit soigneusement fait. Molly avait disparu aussi discrètement qu'elle était apparue, ne laissant derrière elle que le parfum léger du savon qu'elle avait utilisé et un sentiment d'absence plus grand que celui qu'une petite fille aurait dû laisser. Il s'habilla rapidement, enfila son manteau épais et ses bottes avant de sortir dans le couloir. Henderson balayait le sol du saloon, poussant méthodiquement vers la porte la sueur et les restes de la fête de la veille. « Vous avez vu la fille » demanda Jeremiah. Henderson interrompit son balayage et s'appuya sur le manche du balai. Elle est partie avant le lever du soleil, sans rien dire. Elle s'est juste éclipsée discrètement. Ces enfants des rues, ils ne restent jamais longtemps au même endroit. Ils ont un instinct de survie comme les animaux sauvages. Mais quelque chose dans la voix du tenancier du saloon ne plaisait pas à Jeremiah. Henderson évitait son regard et son attitude habituellement décontractée trahissait une nervosité sous-jacente. Après 20 ans passés à lire les signes dans la nature, les brindilles cassées qui avertissaient de la présence de prédateurs, les changements de vent qui annonçaient l'arrivée d'une tempête, Jeremiah avait développé un instinct pour détecter quand quelque chose n'allait pas. Elle a dit où elle allait. Comme je l'ai dit, elle n'a rien dit. Henderson reprit son balayage avec une force inutile. Elle est probablement allée chez Sterling. Cet homme a du travail pour les jeunes qui veulent gagner leur vie. Ce nom frappa Jeremiah comme un coup physique. Il avait entendu parler de Victor Sterling pendant son bref séjour en ville, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsque des étrangers s'approchaient, des regards significatifs échangés entre les habitants qui en savaient plus qu'ils ne voulaient bien le dire. Sterling possédait le plus grand magasin de la ville et avait des intérêts dans des concessions minières et des droits d'exploitation forestière. C'était le genre d'homme qui prospérait dans les communautés frontalières où les forces de l'ordre étaient peu nombreuses et où la surveillance morale était un luxe que peu de gens pouvaient se permettre. « Quel genre de travail ?» demanda Jeremiah. Henderson balaya avec plus d'agressivité. « Du nettoyage, surtout du tri de stock. » Sterling paye des salaires équitables pour un travail honnête. Le mensonge pesait lourdement dans l'air entre eux. Jeremiah avait passé suffisamment de temps dans le monde de la tromperie
pour en reconnaître les particularités, la façon dont la vérité était déformée jusqu'à devenir acceptable, la façon dont les gens bien se convainquaient que détourner le regard équivalait à ne pas voir. Il laissa Henderson à son nettoyage et sortit dans l'air glacial du matin. La rue principale s'étendait devant lui, un ruban de boue gelée et de trottoirs en bois reliant la poignée de bâtiments qui composaient le quartier commercial de Willow Creek. Le magasin de Sterling occupait le plus grand terrain au centre de la rue. Son enseigne peinte proclamait la qualité. Des produits à des prix équitables, en lettres qui avaient autrefois été dorées, mais qui avaient pris la couleur du laiton vieilli. Le bâtiment lui-même était imposant selon les normes de la frontière, avec ses 2 étages de construction solide et ses fenêtres en verre qui captaient la lumière du matin. À travers ces fenêtres, Jeremiah pouvait voir des étagères remplies de marchandises, des rouleaux de tissus, des outils, des conserves et les milliers de petits articles de première nécessité qui permettaient aux communautés isolées de fonctionner. L'endroit semblait prospère, respectable, le genre d'établissement qui servait de pilier commercial à la ville. Mais les apparences, Jeremiah l'avait appris, cachaient souvent les vérités les plus sombres. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra, sa sonorité claire résonnant dans l'espace entre le plafond et le plancher. L'intérieur sentait le cuir et le café, le polish pour bois et quelque chose de moins identifiable, une note sous-jacente qui lui rappelait les endroits où la peur avait pris racine et s'était développée dans l'obscurité. Victor Sterling émergea de derrière le comptoir principal comme un homme habitué à attirer immédiatement l'attention. Il avait peut-être 50 ans, avec la silhouette douce de quelqu'un qui avait prospéré, tandis que d'autres travaillaient de leurs mains. Ses vêtements étaient bien coupés, sa moustache soigneusement entretenue, son sourire entraîné pour transmettre de la chaleur sans atteindre ses yeux. « Monsieur Kane, n'est-ce pas? Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Henderson a mentionné que vous aviez aidé cette pauvre fille Richardson hier soir. Très charitable de votre part. Où est-elle? » Le sourire de Sterling ne faiblit pas, mais quelque chose changea dans son regard, un calcul qui trahissait un homme pesant les options et les trouvant pour la plupart insuffisantes. Elle est saine et sauve, je vous assure. L'enfant est venu me voir ce matin, de son plein gré. Il semble que ses parents aient laissé des dettes à leur décès. Des frais médicaux, des frais funéraires, des comptes impayés, des montants importants, en réalité. Il se dirigea vers un classeur et en retira un dossier rempli de papiers. Les factures du Dr. Morrison s'élevaient à elles seules à 47 $. Le croque-mort avait facturé 22 $. Divers crédits et prêts s'ajoutaient à cela pour un montant total de 35 $, une somme considérable pour une enfant qui hérite de 14 $. Dans une ville frontalière où un ouvrier peut gagner 15 $ par mois, c'était une dette écrasante, du genre qui pourrait suivre une famille pendant des générations si la loi le permettait. « Elle a 8 ans, a dit Jeremiah. Assez âgée pour travailler, assez âgée pour assumer les obligations de sa famille. » Sterling remit le dossier à sa place avec un soin délibéré. « Je lui ai proposé un emploi, le gîte, le couvert et un salaire qui lui permettra de rembourser sa dette au fil du temps. C'est plus généreux que ce que la plupart des gens auraient proposé. » Ces mots étaient raisonnables, voire aimables, mais ils avaient une connotation qui donnait la chair de poule à Jeremiah. Dans la nature sauvage, les prédateurs utilisent souvent la patience comme arme principale, attendant, observant, laissant leur proie s'enfoncer plus profondément dans le piège avant de révéler leur véritable nature. J'aimerais la voir. Je crains que ce ne soit pas possible. L'enfant se repose après son épreuve. Peut-être dans quelques jours, lorsqu'elle se sera adaptée à sa nouvelle situation. Sterling se dirigea vers le fond du magasin, son langage corporel suggérant que la conversation avait atteint sa conclusion naturelle. Mais alors qu'il marchait, quelque chose tomba de la poche de son manteau. Un morceau de papier plié qui atterrit près des pieds de Jeremiah. Jeremiah se baissa pour le ramasser, et ses yeux parcourant le texte avant que Sterling n'ait le temps de réagir. C'était une affiche de recherche usée et tachée, sur laquelle figurait un croquis qui représentait sans aucun doute son propre visage d'il y a 20 ans. Sous l'image, des mots qui lui glacèrent le sang. Recherché, le prédicateur, nom réel inconnu, soupçonné d'être impliqué dans plusieurs décès. À approcher avec une extrême prudence. La main de Sterling se referma sur la vie avec une rapidité surprenante.
Lorsqu'il se redressa, son sourire habituel avait laissé place à quelque chose de bien plus authentique et infiniment plus dangereux. Jeremiah Kane, dit-il doucement. Ou devrais-je dire le prédicateur? Ma parole. Le monde est petit. Je me demandais quand vous alliez refaire surface. 20 ans, c'est long pour rester caché. Ce nom frappa Jeremiah comme un coup physique, faisant ressurgir des souvenirs qu'il avait passé 2 décennies à essayer d'enfouir. Le prédicateur, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque où il était chasseur de primes, lorsqu'il traquait des hommes désespérés dans les contrées sauvages pour les ramener et les livrer à la justice de la frontière. Il était doué pour cela, peut-être trop doué, et sa réputation l'avait suivi jusqu'à ce qu'il choisisse finalement l'exil plutôt que de porter le poids du sang d'autres hommes sur sa conscience. Ces jours sont derrière moi, n'est-ce pas? Parce que, de mon point de vue, il semble que vous vous immisciez dans des affaires qui ne vous concernent pas. La jeune Richardson est désormais sous ma responsabilité, légalement et moralement. Les dettes de ses parents sont du domaine public. Sterling s'approcha. Sa voix se réduisit à un murmure qui semblait pourtant plus fort qu'un cri. Je sais qui vous êtes, pasteur. Je sais ce que vous avez fait. Et je sais que les hommes comme vous ne prennent pas leur retraite. Ils trouvent simplement de nouveaux terrains de jeu. La menace flottait dans l'air entre eux, tacite, mais parfaitement claire. Sterling avait la loi de son côté, l'opinion publique, et maintenant le levier de l'identité cachée de Jeremiah. Dans une communauté où la réputation importait plus que la vérité, être démasqué comme ancien chasseur de primes pouvait détruire tout espoir d'aider Molly ou qui que ce soit d'autre. Partez, continua Sterling, rassemblez vos affaires et retournez dans le trou où vous vous cachez. La jeune fille sera bien traitée, je vous l'assure. Elle apprendra des compétences utiles, gagnera honnêtement sa vie et remboursera les dettes de sa famille comme une citoyenne responsable. Jeremiah regarda Sterling dans les yeux et y vit quelque chose qui lui glaça le sang. Il ne s'agissait pas d'argent, de dette ou même de vengeance pour une vieille rancune. Il s'agissait de pouvoir. Le genre de pouvoir qui vient du fait de posséder le désespoir des gens, de transformer des enfants en propriété et d'appeler cela de la charité. Et si je ne le fais pas? Le sourire de Sterling redevint froid comme le vent hivernal. Alors, les braves gens de Willow Creek apprendront que leur ville abrite un homme recherché, un tueur, quelqu'un dont la simple présence met leurs enfants en danger. Le piège était parfait dans sa simplicité. Jeremiah pouvait s'en aller et abandonner Molly au sort que Sterling lui réservait, ou il pouvait rester et mener un combat dont les règles étaient truquées contre lui dès le départ. Quel que soit son choix, il porterait un fardeau qui le suivrait pendant le reste de ses jours. Mais alors qu'il se tenait dans ce magasin, entouré des attributs d'un commerce respectable qui cachait quelque chose de pourri en son cœur, Jeremiah comprit que certains choix n'étaient pas vraiment des choix. Certaines limites, une fois franchies, changeaient un homme si profondément qu'il devenait impossible de faire marche arrière. Il avait passé 20 ans à fuir l'homme qu'il avait été. Mais maintenant qu'il se tenait là, il comprenait que fuir n'avait fait que retarder l'inévitable. Le prédicateur avait été un chasseur d'hommes mauvais et le mal venait de se présenter sous les traits d'un enfant comme récompense. À bientôt, Monsieur Sterling, je n'en doute pas, pasteur. Moi non plus. Le lendemain matin de sa confrontation avec Sterling, Jeremiah commença ce qu'il appelait autrefois la reconnaissance, le travail patient qui consiste à comprendre les forces, les faiblesses et les comportements d'un ennemi. 20 ans de solitude dans les montagnes n'avaient pas émoussé son instinct. Au contraire, la nature sauvage avait aiguisé sa capacité à lire les signes que les autres ne voyaient pas. Il commença à la lisière de la ville, où les activités de Sterling s'étendaient au-delà de la façade respectable du magasin. Derrière le bâtiment principal se trouvait un ensemble de structures plus petites, des hangars de stockage, des ateliers et ce qui semblait être des logements avec des fenêtres grillagées. De la fumée s'élevait de plusieurs cheminées, suggérant que les bâtiments étaient occupés, mais aucun enfant ne jouait dans les cours malgré la matinée relativement douce. Depuis sa position parmi les prunes qui bordaient la propriété de Sterling, Jeremiah observa les schémas se dessiner. Des hommes allaient et venaient avec une régularité d'horloge, certains transportant des provisions, d'autres dirigeant des équipes de travail qui disparaissaient dans les différents bâtiments. L'efficacité de l'opération témoignait d'une organisation minutieuse et d'une surveillance stricte. Tu perds ton teint. La voix appartenait à Martha Henley,
une veuve qui tenait la petite pension de famille de la ville. Elle s'était approchée à travers les arbres avec les pas silencieux de quelqu'un qui avait appris à se déplacer sans attirer l'attention. Son visage buriné reflétait une tristesse née de pertes trop profondes pour être complètement guérie. Madame Henley. Jeremiah toucha le bord de son chapeau en guise de salut. Je ne vous avais pas entendu arriver. J'ai passé suffisamment d'années à essayer de passer inaperçu. Elle s'assit à côté de lui sur un tronc d'arbre tombé, le regard fixé sur la propriété de Sterling. Vous cherchez la fille Richardson. Ce n'était pas une question. Martha avait la franchise des femmes de la frontière qui avaient survécu en disant la vérité quand cela comptait, entre autres choses. Elle est là-bas avec une douzaine d'autres enfants dont les parents sont morts ou ont disparu. Des enfants qui n'ont plus personne pour parler en leur nom. Sterling appelle cela de l'œuvre caritative, mais nous savons bien que ce n'est pas le cas. Martha plongea la main dans son manteau et en sortit une petite sacoche en cuir usé par d'innombrables manipulations. Je l'ai trouvée cachée sous le porche de la pension il y a 3 jours. J'ai reconnu l'écriture. À l'intérieur de la sacoche se trouvaient des lettres, des pages écrites avec soin sur du papier coûteux. L'adresse de l'expéditeur indiquait qu'elle provenait de l'Est, d'une certaine Catherine Richardson. La mère de Molly, qui écrivait à sa fille pendant ce qui devait être une séparation avant les retrouvailles finales de la famille à Willow Creek. « Ma chère Molly, » commençait une lettre, « ton père m'écrit que tu es très courageuse pendant notre séparation. Le médaillon en argent que je t'envoie appartenait à ta grand-mère. Porte-le toujours sur toi et souviens-toi que tu possèdes la force de toutes les femmes qui t'ont précédé. » Les mains de Jeremiah s'immobilisèrent tandis qu'il examinait le médaillon niché au fond du sac. Il était délicatement ouvragé, gravé de minuscules fleurs, et contenait une miniature de type Dejera représentant une jeune femme qui partageait les traits délicats de Molly. « Pourquoi me montrez-vous cela? » Les yeux de Martha restèrent fixés sur l'enceinte. « Parce que tu es la première personne en 20 ans à avoir tenu tête à Sterling. Parce que cette petite fille mérite de savoir qu'elle vient d'une famille qui l'aimait. Et parce qu'elle marqua une pause, la voix légèrement étranglée, parce que j'avais une fille autrefois. Sterling me l'a prise aussi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air froid comme un souffle visible. Jeremiah avait senti des courants plus profonds dans la peur que la ville avait de Sterling, mais le fait de l'entendre confirmer ajouta du poids à sa compréhension grandissante de ce à quoi ils étaient vraiment confrontés. Il y a combien de temps? 7 ans. Rebecca avait 9 ans lorsque la fièvre emporta sa mère. Je faisais des heures supplémentaires à la pension pour essayer de joindre les deux bouts. Sterling a proposé de m'aider à m'occuper d'elle. Il a dit qu'elle pourrait travailler dans sa cuisine, apprendre des compétences utiles. Martha serra les poings. Quand j'ai compris ce que signifiait vraiment sa charité, elle était déjà partie. Partie où? Dans des camps de travail. Sterling a des accords avec des mines et des exploitations forestières dans tout le territoire. Les enfants disparaissent dans ces endroits et n'en ressortent jamais. Ceux qui en ressortent, frissonna-t-elle, ne sont plus des enfants. Ce sont des êtres brisés qui sursautent à la moindre ombre et ne sourient jamais. La conversation fut interrompue par un mouvement dans l'enceinte. Un homme sortit d'un des plus grands bâtiments, sa taille et son allure attirant immédiatement l'attention. Même à distance, sa brutalité était évidente dans sa façon de se déplacer. Une violence contrôlée, attendant une excuse pour se déchaîner. « C'est Voss », murmura Martha. « L'homme de main de Sterling, c'est lui qui récupère les enfants lorsque leurs tuteurs ne peuvent pas payer leurs dettes. Celui qui veille à ce que personne ne pose trop de questions sur leur destination. » Comme s'il sentait leur regard, Voss se tourna dans leur direction. Son regard balaya la treille avec une patience prédatrice. Et pendant un instant, Jeremiah ressentit la tension familière d'être traqué. Puis Voss se détourna, mais pas avant d'avoir fait un geste qui semblait destiné à être vu, passant son pouce sur sa gorge dans un mouvement qui n'avait pas besoin d'être traduit. « Nous devrions y aller, » dit Martha en se levant du tronc d'arbre, avec des mouvements qui trahissaient des articulations raides à cause du froid et de l'inquiétude. « Il a des yeux partout. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de finir sur sa liste. » Ils retournèrent dans la forêt en silence, mais lorsqu'ils atteignirent la lisière de la ville, Martha attrapa le bras de Jeremiah. « Il y en a d'autres, » dit-elle doucement. « Des gens qui nous aideraient s'ils pensaient qu'il y avait une chance de réussir. Otto Brennan, qui tient de la forge, a perdu son fils dans une opération de Sterling il y a 2 ans. Et le Dr. Morrison, croyez-le ou non, c'est lui qui a soigné la famille Richardson.
Mais Sterling l'a forcé à gonfler les factures pour créer cette dette. Pourquoi ne disent-ils rien? Allez voir le shérif. Le rire de Martha était aussi amer que le vent hivernal. Parce que Sterling possède la moitié des juges territoriaux et détient des informations compromettantes sur l'autre moitié. Parce que Briggs est un homme seul contre une organisation qui s'étend d'ici à la capitale. Parce que les gens qui posent trop de questions ont tendance à disparaître et que leurs familles ont appris à se taire sur leur sort, l'ampleur des activités de Sterling devenait de plus en plus claire. Et avec cette clarté vint la prise de conscience lucide de ce à quoi Jeremiah était réellement confronté. Il ne s'agissait pas seulement de sauver une petite fille. Il s'agissait d'affronter un système d'exploitation organisé qui avait infecté toute la région comme une maladie. Alors qu'ils se séparaient à la pension, Martha pressa la sacoche dans les mains de Jeremiah. « Promets-moi quelque chose, dit-elle. Si tu as la chance de la sauver, n'hésite pas. Ne la laisse pas disparaître comme toutes les autres. Cette petite fille a déjà trop perdu. » Ce soir-là, Jeremiah s'assit dans sa chambre au-dessus du saloon et examina à la lumière d'une lampe le contenu de la sacoche cachée par Molly. Les lettres dressaient le portrait d'une famille aimante déchirée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Un père cherchant du travail dans les camps miniers. Une mère aux prises avec la maladie dans l'Est. Une petite fille prise entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun des deux. Le médaillon en argent reflétait la lumière lorsqu'il le tournait entre ses mains, sa surface usée par des doigts affectueux. À l'intérieur de la photographie miniature, la grand-mère de Molly le regardait avec des yeux qui reflétaient la même intelligence et la même détermination que celle qu'il avait vue chez l'enfant. 3 générations de femmes fortes, et maintenant la plus jeune était confrontée à des horreurs que ses prédécesseurs n'auraient jamais pu imaginer. Dehors, la ville s'installait dans son rythme nocturne. Mais quelque part dans l'enceinte de Sterling, une petite fille apprenait que le monde pouvait être bien plus cruel que ce que sa courte vie lui avait enseigné. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux dangers et le début d'un combat qui mettrait à l'épreuve tout ce que Jeremiah avait appris sur la survie, la justice et le prix à payer pour s'opposer au mal qui se cachait derrière des visages respectables. Le ruban bleu déchiré gisait à côté du médaillon sur sa table, 2 artefacts d'innocence dans un monde qui ne montrait que très peu de pitié envers les enfants. Mais parfois, réfléchissait Jeremiah, l'innocence valait la peine de se battre, même lorsque les chances semblaient impossibles et que le prix à payer pouvait être plus élevé que ce qu'un homme raisonnable serait prêt à payer. La forge d'Otto Brennan occupait un terrain d'angle où le bruit du marteau sur l'enclume résonnait depuis 15 ans. Le bâtiment lui-même était plus fonctionnel qu'esthétique. Des murs épais en pierre, un toit en pointe noirci par la fumée de la forge et des fenêtres placées de manière à capter la lumière du matin dont les forgerons avaient besoin pour leur travail minutieux. Mais lorsque Jeremiah s'approcha des portes ouvertes le lendemain matin, il trouva Otto immobile à côté de sa forge froide, fixant quelque chose qu'il tenait dans ses mains massives. C'était une simple croix en bois, d'environ 15 cm de haut, sculptée dans ce qui semblait être des morceaux de chêne. Le travail était grossier mais sincère. Le genre de projet qu'un homme pourrait entreprendre pendant les longues soirées d'hiver lorsque ses mains ont besoin de s'occuper à autre chose qu'à s'inquiéter. « Tu l'as faite pour Tommy ?» demanda Otto sans lever les yeux. « Mon fils s'est dit que quand il rentrerait à la maison, il voudrait quelque chose pour se souvenir de sa mère. C'était elle la plus croyante de notre famille. Otto Brennan avait le physique que son métier exigeait. Des épaules larges, des bras comme des troncs d'arbres, des mains capables de façonner le fer, mais assez douces pour soigner le genou écorché d'un enfant. Sa barbe était courte, brûlée par des années de travail près de flammes nues, et son tablier portait les taches permanentes de son métier. Mais ses yeux reflétaient une profonde douleur qu'aucune force physique ne pouvait surmonter. « Martha t'a parlé de Tommy. » « Oui. Il avait 11 ans, était vif comme l'éclair et posait toujours des questions sur le fonctionnement des choses. Il m'aidait ici, après l'école, actionnant le soufflet, rangeant les outils. Otto posa la croix sur son établi avec un respect attentif. Sterling est venu après le décès de ma femme, disant que le garçon avait besoin d'une structure, d'une éducation que je ne pouvais lui offrir. Il présentait cela comme une œuvre de charité. La forge avait été éteinte pendant la nuit. Ses charbons réduits à des braises incandescentes qui réchauffaient à peine l'espace. Otto s'est approché pour les raviver. Ses gestes étaient automatiques, fruits de décennies de pratique.
Alors que les flammes commençaient à danser parmi les braises, des ombres ont vacillé sur les murs de pierre, comme des souvenirs refusant de rester enfouis. Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas vu? 2 ans, 4 mois et 12 jours. La précision de la réponse trahissait un homme qui comptait le temps comme un prisonnier marquant les jours sur le mur de sa cellule. Sterling m'envoie parfois des nouvelles. Il dit que Tommy va bien, qu'il apprend des compétences précieuses, mais il ne veut pas dire où, il ne me laisse pas lui rendre visite. Jeremiah regardait Otto travailler, remarquant l'attention minutieuse portée aux détails qui caractérisait l'approche d'un artisan dans son métier. Chaque mouvement avait un but. Chaque outil avait sa place. C'était un homme qui comprenait que la qualité venait de la patience et de la précision. Des qualités qui pourraient s'avérer précieuses dans ce qu'il attendait. Tu as déjà pensé à le reprendre? Le marteau d'Otto s'arrêta en plein élan, tous les jours. Mais que peut faire un seul homme contre les agissements de Sterling? Je suis forgeron, pas tireur. Je travaille le fer et l'acier, pas les complots et la politique. Parfois, le fer et l'acier sont exactement ce qu'il faut. Les mots restaient en suspendus entre eux tandis qu'Otto reprenait son travail, façonnant un fer à cheval avec des coups habiles. Mais Jeremiah voyait l'idée faire son chemin. La possibilité que la fabrication d'armes puisse être aussi importante que n'importe quelle autre préparation à ce qui allait arriver. Il y a autre chose que vous devriez savoir. Otto finit par dire. Le Dr. Morrison veut te parler. Il dit que c'est à propos des frais médicaux de la famille Richardson. Il se sent coupable de cette situation depuis qu'elle s'est produite. Le cabinet du Dr. Morrison se trouvait au-dessus de la seule pharmacie de la ville, un espace exigu qui sentait l'acide phénique et le regret. Le docteur lui-même était un homme mince d'une 60aine d'années, au mouvement prudent de quelqu'un qui avait appris à travailler malgré des mains qui tremblaient plus qu'auparavant. Sa maillette médicale était ouverte sur son bureau, son contenu suggérant une pratique qui traitait davantage les blessures par balle et les accidents miniers que les maladies courantes. « Monsieur Kane, merci d'être venu. » Morrison fit un geste vers une chaise en face de son bureau, son attitude suggérant que ce n'était pas une conversation qu'il avait envie d'avoir. « Je crois comprendre que vous vous intéressez, entre autres, à la situation de la jeune Richardson, dit Morrison en hochant la tête et en ouvrant le tiroir de son bureau pour en sortir un dossier rempli de papiers. Voici les factures médicales réelles pour le traitement d'Henry et Catherine Richardson. Le total s'élève à 43 $, ce qui reste une somme importante pour une famille de la frontière, mais gérable avec du temps et des modalités de paiement raisonnables. Il ouvrit le dossier pour révéler une deuxième série de documents portant l'entête officielle et des faux soigneusement réalisés. Ce sont les factures que Sterling a présentées comme preuve de la dette de la famille. Les mêmes services, mais facturés à des tarifs qui feraient rougir les médecins de l'Est. 14 $ pour un traitement qui aurait dû coûter moins de la moitié de ce montant. Les preuves étaient accablantes. Une preuve évidente de fraude visant à créer une dette insurmontable. Mais comme l'expliquait Morrison, pour prouver la fraude, il fallait que les tribunaux acceptent d'entendre l'affaire et que les juges ne soient pas déjà à la solde de Sterling. Pourquoi se manifester maintenant? Parce que je suis devenu médecin pour soigner les gens, pas pour aider des prédateurs à asservir des enfants. Les mains de Morrison tremblaient lorsqu'il referma le dossier. Parce que mon silence a coûté leurs enfants à combien de familles? Parce que parfois, un homme doit choisir entre sa sécurité et son homme. La conversation fut interrompue par des pas rapides dans l'escalier menant au bureau. Martha Henley fit irruption dans la pièce, le visage rouge d'avoir couru et les yeux écarquillés de panique. « Ils savent », allaita-t-elle, luttant pour reprendre son souffle. Les hommes de Sterling étaient à la pension et posaient des questions pour savoir qui vous avait parlé. Madame Patterson les a entendus mentionner tous nos noms. Le mien, celui d'Otto, celui des médecins. Par la fenêtre du bureau, Jeremiah pouvait voir des hommes dans la rue en contrebas, non pas les vagabonds occasionnels que les villes frontalières attiraient, mais des silhouettes déterminées dont l'attention semblait concentrée sur les bâtiments qui les entouraient. Le patron se tenait au centre du groupe, sa carrure imposante reconnaissable même à distance. « Combien de temps avons-nous » demanda Morrison. « Pas beaucoup. Ils parcourent la ville, faisant clairement comprendre que quiconque vous aide devra leur rendre des comptes. » Martha s'est approchée de la fenêtre en restant sur le côté pour ne pas être vue. Mais il y a autre chose. Je l'ai vue. Molly, juste un instant, quand il la ramenait de l'endroit où il l'avait emmenée. Elle avait l'air, la voix de Martha s'est étranglée,
Elle avait l'air plus petite, comme si quelque chose lui avait été enlevé. La vue de l'enfant avait clairement bouleversé Martha plus que la menace immédiate qui pesait sur leur propre sécurité. Dans les communautés frontalières, les enfants représentaient l'espoir pour l'avenir. La promesse que la vie pouvait continuer malgré des conditions difficiles et des dangers constants. Lorsque cet espoir était systématiquement détruit, cela blessait quelque chose de fondamental chez des gens qui avaient déjà tant sacrifié. Nous devons agir plus vite que prévu, dit Jeremiah. Quoi que nous fassions, cela doit se faire rapidement. Otto apparut dans l'embrasure de la porte, après avoir gravi les escaliers avec un silence surprenant pour un homme de sa corpulence. Il tenait dans ses mains un paquet en tissu qui cliquetait doucement, produisant un bruit de métal contre métal. « J'ai travaillé toute la nuit », dit-il en déballant le paquet pour révéler un assortiment de couteaux, de petits outils et d'objets pouvant servir d'armes en cas d'urgence. Rien d'extraordinaire, mais ils sont tranchants et feront l'affaire. Le Dr. Morrison regarda les armes avec un mélange de fascination et de crainte. Je n'aurais jamais pensé participer à une telle aventure. Je n'aurais jamais imaginé que mon cabinet médical deviendrait le théâtre de tout ce qui se passe actuellement. Il s'agit de se battre, dit Martha avec fermeté. Il s'agit de dire que certaines choses valent la peine d'être défendues, même lorsque le combat semble impossible. Par la fenêtre, ils virent Voss faire un geste en direction du bâtiment où il se trouvait. Le temps pressait et les choix se réduisaient à ceux qui définissaient les gens longtemps après la fin de la crise immédiate. Jeremiah rassembla les armes de fortune, révélant leur poids et leur équilibre avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait appris à se débrouiller avec les outils nécessaires à la survie. Dans la nature, l'improvisation faisait souvent la différence entre la vie et la mort. Ici, à Willow Creek, elle pouvait faire la différence entre la liberté et l'esclavage pour des enfants qui avaient déjà trop perdu. Le puits de mine abandonné au nord de Willow Creek était fermé depuis 3 ans, son minerai d'argent épuisé et ses tunnels jugés trop dangereux pour continuer à être exploités. Mais alors que Jeremiah descendait dans ses profondeurs à la lumière d'une lampe, suivant Martha à travers des passages qu'elle semblait connaître par cœur, il comprit que la mine avait trouvé une nouvelle utilité en tant que lieu de rencontre pour les personnes qui avaient besoin de parler sans être entendues. « Plus personne ne vient d'ici », expliqua Martha, sa voix résonnant sur les murs de pierre qui ruisselaient de condensation dans la lumière vacillante. Trop d'effondrements, trop d'hommes perdus, mais les salles principales étaient encore solides et le son ne se propageait pas jusqu'à la surface. La salle s'ouvrait devant eux comme une cathédrale souterraine, son plafond perdu dans les ombres, hors de portée de leurs lampes. Quelqu'un avait disposé des caisses, des tonneaux pour former des sièges de fortune, et les traces des rassemblements précédents étaient visibles dans les cercles de feu refroidis et les moignons de bougies collés aux corniches rocheuses. C'était là que la résistance cachée de Willow Creek s'était discrètement organisée. Loin des observateurs et des informateurs de Sterling, Otto attendait déjà en compagnie du Dr. Morrison et de 2 autres personnes que Jeremiah ne reconnut pas immédiatement. Au fur et à mesure que Martha faisait des présentations, l'ampleur de l'impact de Sterling sur la communauté devenait plus claire. « Samuel Hayes, dit le premier homme en tendant une main burinée. Je dirige l'écurie. J'ai perdu mon neveu lors d'une opération de Sterling au printemps dernier. Le garçon est devenu orphelin lorsque la charrette de ses parents s'est renversée en traversant le ruisseau. Sterling a prétendu que la famille lui devait de l'argent pour avoir nourri et hébergé leurs chevaux. Le deuxième homme était plus jeune, peut-être 30 ans, avec les mouvements prudents de quelqu'un qui avait appris à ne pas attirer l'attention. Patrick Lynch, je travaillais pour Sterling, je tenais les comptes, je gérais la correspondance. J'ai démissionné quand j'ai compris ce que les chiffres signifiaient vraiment. Lynch a fouillé dans son manteau et en a sorti un grand livre relié en cuir, dont les pages étaient remplies de colonnes de chiffres et de notes écrites de différentes mains. C'est ce que l'on pourrait appeler le véritable système comptable de Sterling, celui qui permet de savoir quels enfants vont où, combien ils rapportent à ces opérations et ce qui arrive à ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme de travail. Le registre était un catalogue de misère humaine déguisé en documents commerciaux. Les noms, âges, descriptions physiques et affectations étaient consignés avec le détachement clinique de la gestion des stocks. Jeremiah trouva rapidement l'entrée concernant Molly. M. Richardson, 8 ans, apte à effectuer des tâches ménagères légères, affectation temporaire en attente d'évaluation. Mais c'est la note à côté de son nom qui lui glaça le sang.
Intérêt particulier, demande VIP uniquement. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il en montrant la note. Le visage de Lynch pâlit à la lumière de la lampe. Sterling a des clients avec des intérêts particuliers. Des hommes riches qui paient le prix fort pour des enfants répondant à des critères spécifiques. Jeunes, intelligents, issus de bonnes familles, le genre à qui l'on a enseigné les bonnes manières et le comportement approprié. Les implications flottaient dans la chambre souterraine comme un gaz toxique. Martha poussa un son qui était à la fois un sanglot et un grognement de rage. Le Dr. Morrison ferma les yeux comme s'il essayait d'occulter une connaissance qui entrait ses rêves. Combien de temps avant? Bientôt, interrompit Lynch. Un acheteur arrive la semaine prochaine. Quelqu'un d'assez important pour que Sterling se prépare depuis des mois. La fille Richardson est censée être la pièce maîtresse de la transaction. Les mains massives d'Otto se serrèrent un point qui aurait pu écraser Stone. Nous ne pouvons pas attendre que les plans soient parfaits ou que les circonstances idéales soient réunies. Si cet enfant disparaît dans le réseau de Sterling, elle sera perdue à jamais. Hayes acquiesça. D'accord, mon neveu a disparu depuis 8 mois. Vous n'avez aucune nouvelle de l'endroit où il se trouve, ni même s'il est encore en vie. Ces enfants deviennent des fantômes. Ils existent dans les registres de Sterling, mais ils pourraient tout aussi bien ne jamais être nés, tant ils ne laissent aucune trace dans le monde. Le poids de l'urgence pesait sur eux comme les tonnes de roches et de terre au-dessus de leur tête. Jeremiah avait passé 20 ans à éviter précisément ce genre de situation. Le moment où la survie d'autres personnes dépendait des décisions qu'il pouvait prendre, des actions qu'il pouvait entreprendre ou ne pas entreprendre. La nature sauvage lui avait appris que l'hésitation signifiait souvent la mort, mais elle lui avait aussi appris que se précipiter vers le danger sans préparation adéquate était une autre forme de suicide. « De quels atouts disposons-nous » demanda-t-il, se rabattant sur l'approche méthodique qui lui avait permis de survivre pendant 2 décennies d'hiver en montagne et de rencontres avec des prédateurs. Lynch consulta son registre. Sterling garde la plupart des enfants dans 3 endroits principaux. L'enceinte derrière son magasin, une ferme à environ 8 km à l'est et une installation près de l'ancienne scierie qui s'occupe des opérations plus spécialisées. Martha étala une carte dessinée à la main sur une table de fortune formée par une planche posée en équilibre sur 2 barils. J'observe les habitudes depuis des mois. Les gardes changent toutes les 4 heures. Les livraisons de nourriture ont lieu 2 fois par semaine. La plupart des hommes vont en ville le samedi soir, ne laissant qu'une équipe réduite sur place. Le Dr. Morrison se pencha en avant, plissant les yeux pour regarder la carte dans la faible lumière. J'ai soigné des blessés provenant des 3 endroits. Des ouvriers blessés par des machines, des gardes qui ont fait des chutes ou se sont battus. Sterling appelle toujours cela des accidents du travail. Mais certaines de ces blessures, dit-il en secouant la tête, certaines de ces blessures ont été causées par des personnes qui se sont défendues. Les enfants résistent donc, dit Otto. C'est une bonne chose, cela signifie qu'ils ne sont pas inquiets, ou complètement brisés. Hayes se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce, ses bottes résonnant sur la pierre. La question est, comment les faire sortir? Sterling a au moins 20 hommes, peut-être plus. Nous parlons d'une poignée d'habitants de la ville contre ce qui équivaut à une armée privée, pas seulement des habitants de la ville, dit Jeremiah calmement. Il y a autre chose que vous devez savoir à mon sujet. Quelque chose qui pourrait changer votre opinion sur toute cette entreprise. Il leur parla du prédicateur, des années qu'il avait passées à traquer des hommes dangereux dans des contrées sauvages qui auraient tué ceux qui n'étaient pas préparés, de la réputation qu'il s'était forgée et des raisons qui l'avaient finalement poussé à tout abandonner. Il leur expliqua que Sterling connaissait son identité et l'avantage que cela lui conférait, et qu'il avait publié un avis de recherche qui pouvait détruire toute chance de recours juridique. Quand il eut terminé, la pièce fut plongée dans le silence, à l'exception du goutte-à-goutte régulier de l'eau quelque part dans l'obscurité, au-delà de la lumière de leur lampe. C'étaient des gens honnêtes qui avaient été poussés au désespoir. Mais ils restaient des gens honnêtes, apprendre qu'ils avaient prévu de résister aux côtés d'un homme qui avait du sang sur les mains, même si ce sang appartenait à d'autres hommes violents, changeait l'équation morale de leur entreprise. C'est Martha qui prit la parole la première. Il y a 20 ans, vous traquiez les méchants et les traduisiez en justice. Aujourd'hui, vous essayez de sauver des enfants des griffes de monstres. Il me semble que le point commun, c'est de s'opposer au mal. Quel que soit le nom que vous vous donnez,
Otto acquiesça lentement. À mon avis, avoir quelqu'un avec votre expérience est peut-être la seule chose qui nous donne une chance réelle de réussir. Mais Lynch avait l'air troublé, et Hayes avait arrêté de faire les 100 pas pour fixer Jeremiah d'un regard nouveau. Que nous cachez-vous? Que s'est-il passé pour que le pasteur disparaisse dans les montagnes pendant 20 ans? La question flottait dans l'air vicié de la pièce, exigeant une réponse que Jeremiah espérait ne jamais avoir à donner. Mais ces gens étaient prêts à risquer leur vie sous sa direction. Et ils méritaient de savoir quel genre d'homme ils suivaient dans le danger. « J'ai commis une erreur, dit-il simplement. J'étais trop confiant, trop sûr de mon jugement. J'ai traqué un homme que je pensais être un meurtrier. Je l'ai ramené pour qu'il soit jugé. Il s'est avéré qu'il était innocent, juste un prospecteur qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, quand le véritable meurtrier est passé par là. Au moment où la vérité a été révélée, il avait déjà été pendu. La confession semblait résonner sur les murs de pierre, se multipliant et leur revenant comme des accusations. Un innocent était mort parce que le pasteur était tellement sûr de sa propre droiture qu'il avait cessé de se demander s'il pouvait se tromper. C'est alors que je suis parti, pensant que le monde serait plus sûr sans ma conception particulière de la justice. Le Dr. Morrison tendit le bras par-dessus la table de fortune et posa sa main sur le bras de Jeremiah. Alors, cette fois-ci, nous ferons en sorte que ce soit différent. Nous nous assurerons de sauver les bonnes personnes pour les bonnes raisons. 3 jours plus tard, Jeremiah s'agenouilla dans l'obscurité précédant l'aube, à côté de la tombe de son père, dans le cimetière à l'extérieur de Willow Creek. La pierre tombale était simple, en granit patiné, ne portant qu'un nom, des dates et les mots « Il a servi le Seigneur ». Mais enveloppé dans une toile cirée à la base de cette pierre, gisait quelque chose qui représentait à la fois son héritage et sa plus grande honte. Le pistolet modifié de son père, le 45. Son canon était gravé de versets bibliques qui lui avaient autrefois apporté réconfort et sens à sa vie. L'arme lui semblait plus lourde que dans ses souvenirs lorsqu'il l'a sortie de sa cachette. Le métal était froid contre ses paumes, mais son poids familier lui rappela les années où cette arme avait été le prolongement de sa volonté, un outil pour rendre justice dans les territoires frontaliers sans loi. Le long du canon, gravés avec soin, figuraient les paroles du psaume 82. « Défendez les faibles et les orphelins. Soutenez la cause des pauvres et des opprimés. » Son père avait été un prédicateur itinérant qui portait cette arme à travers des territoires où la distinction entre berger et loup était souvent floue. Il avait enseigné à son fils que la violence était parfois nécessaire pour protéger les innocents, mais qu'elle ne devait jamais être utilisée à la légère ou sans prière. Les gravures lui rappelaient constamment que le pouvoir s'accompagnait de responsabilités, que prendre une vie, même pour en sauver d'autres, laissait des traces indélébiles dans l'âme d'un homme. « Je pensais te trouver ici, » dit Martha en s'approchant à travers les chemins sinueux du cimetière, se déplaçant avec précaution parmi les pierres tombales usées par le temps qui marquaient le dernier repos des fondateurs et des victimes de Willow Creek. Elle portait une lanterne à faible intensité, dont la lumière éclairait à peine le sol gelé à leurs pieds. « Le Dr. Morrison veut te voir. Il dit que surgent. » Ils traversèrent la ville endormie, passant devant des bâtiments où dormaient des gens honnêtes, inconscients des plans qui se tramaient dans l'ombre et les lieux abandonnés. Le cabinet du médecin était éclairé par la lumière d'une lampe, et à travers les fenêtres, ils pouvaient voir des silhouettes s'agiter avec l'énergie nerveuse de personnes qui jouaient avec le temps. À l'intérieur, ils trouvèrent la résistance réunie en pleine session. Otto avait apporté d'autres armes de sa forge, des couteaux, des gourdins de fortune et des objets pouvant servir à forcer des serrures ou à couper des cordes. Hayes avait dessiné des plans détaillés des 3 installations de Sterling en indiquant les positions des gardes et les changements d'équipe qu'il avait observés lors de sa surveillance minutieuse. Lynch continuait d'ajouter des détails à son registre volé, recoupant les noms et les lieux avec la précision systématique d'un homme qui comprenait que des vies dépendaient de l'exactitude des informations. Mais c'était le Dr. Morrison qui retenait l'attention, ses mains habituellement fermes tremblant alors qu'il tenait un morceau de papier qui avait clairement apporté des nouvelles dévastatrices. « Un message est arrivé par les voies officielles ce soir, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Le Marshal fédéral Theodore Hawthorne arrive demain pour enquêter sur des irrégularités dans les procédures territoriales de protection de l'enfance. » Cette annonce aurait dû être un motif de réjouissance.
L'intervention fédérale signifiait une autorité légale que même le réseau corrompu de Sterling ne pouvait facilement ignorer. Mais l'expression de Morrison suggérait des complications qui rendaient l'aide extérieure plus dangereuse qu'utile. « Quel est le problème ?» demanda Otto. Lynch répondit en consultant son registre avec une efficacité sinistre. Le Marshal Hawthorne figure dans les registres de Sterling comme un client régulier. Il a acheté des enfants par l'intermédiaire du réseau de Sterling au moins 6 fois au cours des 2 dernières années. Cette révélation frappa le groupe comme un coup physique. Leur seul espoir d'un recours juridique légitime était compromis avant même d'avoir commencé. Pire encore, l'arrivée de Hawthorne signifiait que Sterling bénéficierait de la protection fédérale pour toutes les dernières mesures qu'il comptait prendre. Il y a plus, continua Morrison. Sterling fait savoir qu'il met fin à ses activités dans le domaine de la protection de l'enfance. Il prétend avoir reçu une meilleure offre pour ses installations et transférer tous les enfants dont il a actuellement la charge à des acheteurs qui peuvent leur offrir des opportunités dans des communautés plus établies. Martha s'effondra dans un fauteuil, le visage pâle à la lumière de la lampe. Il les vend tous les enfants de son système. Il les fait sortir du territoire avant que quiconque ne puisse mener une enquête trop approfondie. « Quand ?» demanda Jeremiah. « Après-demain, un convoi de chariots se rassemble à l'ancien camp de bûcherons, soi-disant pour acheminer des fournitures vers les exploitations minières du territoire voisin, mais selon les registres de Lynch, il se dirige en fait vers l'Est, vers des acheteurs spécialisés dans les enfants des communautés frontalières. Le temps se resserrait autour d'eux comme un nœud coulant. Quoi qu'ils décident de faire, cela devait se passer dans les 36 heures, avant que Sterling ne disperse ses victimes sur des milliers de kilomètres de nature sauvage et ne rende leur sauvetage impossible. Mais alors même que les plans commençaient à se mettre en place, des doutes rongeaient la confiance de Jeremiah. L'erreur qui l'avait conduit à 20 ans d'exil hantait chacune de ses décisions. Le souvenir d'un homme innocent pendu parce que le pasteur était trop sûr de son jugement. Comment pouvait-il se fier à son instinct maintenant que l'enjeu ne concernait plus seulement sa propre conscience, mais aussi la vie d'enfant qui n'avait aucun autre espoir? « Nous avons besoin de plus d'informations », dit Hayes en étalant ses cartes sur le bureau de Morrison. Les horaires des gardes, les modalités de transport, le nombre exact d'enfants dans chaque établissement. « Je peux obtenir ces informations », proposa Lynch. « Sterling me fait toujours confiance pour gérer la correspondance et les horaires. Il ne sait pas que j'ai tout copié. » Otto souleva l'une de ses armes artisanales, testant son équilibre avec l'œil d'un artisan. La question est de savoir si nous essayons de frapper les 3 établissements à la fois, ou si nous nous concentrons sur le complexe principal où ils gardent probablement leurs prises les plus précieuses. « Molly sera au complexe », dit Martha avec une certitude tranquille. Sterling est trop prudent pour risquer de perdre sa marchandise de choix dans un établissement secondaire. Pendant qu'ils discutaient de la tactique et du moment opportun, Jeremiah se surprit à étudier les visages autour de lui. Des gens honnêtes poussés hors de leur zone de confort par des circonstances qui exigeaient l'action plutôt que la prudence. Martha, animée par le chagrin de la perte de sa fille et la détermination de sauver l'enfant d'une autre femme. Otto, qui mettait sa précision d'artisan au service d'instruments de sauvetage plutôt que de fer à cheval et de socs de charrue. Le docteur Morrison, qui troquait son serment de ne pas nuire contre une compréhension plus complexe de ce que la guérison exigeait parfois. Ce n'étaient pas des soldats ni des combattants professionnels. C'étaient des gens ordinaires qui avaient atteint la limite de ce qu'ils pouvaient accepter en silence. Leur courage l'emplissait d'humilité, tout en alourdissant le poids de la responsabilité qu'ils ressentaient pour leur sécurité. « Il y a autre chose dont nous devons discuter, » dit-il finalement. « Une fois que nous aurons agi contre Sterling, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Il utilisera toutes les ressources à sa disposition pour nous détruire, légal, illégal et tout ce qui se trouve entre les deux. Certains d'entre nous pourraient ne pas survivre à ce qui nous attend. » Ces mots pesaient lourdement dans l'air vicié de la pièce. C'étaient des gens de la frontière qui comprenaient la mortalité, mais comprendre et accepter étaient 2 choses totalement différentes. « Ma Rebecca est partie depuis 7 ans, » dit Martha doucement. 7 ans à me demander si elle est en vie, si elle souffre, si elle se souvient que quelqu'un l'a aimée autrefois. S'il y a une chance de sauver, ne serait-ce qu'un seul enfant de cette obscurité, alors quoi qu'il m'arrive, cela en vaut la peine. Otto acquiesça. Tommy aurait eu son anniversaire le mois prochain. Il aurait eu 12 ans,
Chaque jour où je n'agis pas est un jour de plus où il passe son temps à penser que son père l'a abandonné à l'enfer que Sterling a créé. Le docteur Morrison ferma sa maillette médicale avec un soin délibéré. Je suis devenu médecin pour soigner les gens. Il est peut-être temps que j'apprenne que parfois, pour guérir, il faut combattre la maladie plutôt que de simplement traiter ses symptômes. Hayes plia ses cartes et les glissa dans son manteau. Mon neveu m'avait fait confiance pour le protéger quand ses parents sont morts. Je l'ai laissé tomber à l'époque. Je ne laisserai pas tomber ses autres enfants aujourd'hui. Lynch leva les yeux de son registre, son jeune visage affichant une expression bien plus âgée que son âge. J'ai passé des mois à documenter les crimes de Sterling Gallors que des enfants disparaissaient dans son système. La documentation ne sauve pas des vies. L'action, oui. La décision s'imposa d'elle-même dans le silence qui suivit, non pas à travers de grands discours ou des gestes dramatiques, mais à travers la compréhension silencieuse que parfois, des choses ordinaires devaient faire des choses extraordinaires, parce que personne d'autre ne le ferait. Demain, ils se lanceraient dans l'entreprise la plus dangereuse qu'aucun d'entre eux n'ait jamais tentée. Armés d'armes improvisées, d'informations incomplètes et de rien d'autre que la certitude morale que certains combats valaient la peine d'être menés, quelles que soient les chances de réussite, la photo tomba du bureau de Sterling lorsque Jeremiah appuya le canon du pistolet contre sa tempe. Ses bords jaunis reflétaient la lumière de la lampe dans le bureau privé du marchand. Ce qu'il vit sur cette image défraîchie arrêta son doigt sur la gâchette aussi sûrement que si le pistolet avait fait long feu. 4 personnes se tenaient devant une simple église en bois. Leur pose formelle trahissait la raideur des débuts de la photographie, mais ne pouvait cacher le bonheur authentique qui se lisait sur leur visage. Jeremiah se reconnut immédiatement. 25 ans plus jeune, portant le col d'un pasteur ordonné, son bras autour d'une femme dont le sourire pouvait illuminer les jours d'hiver les plus sombres. Mais c'est le deuxième couple qui lui glaça le sang. Victor Sterling, âgé d'environ 30 ans, se tenait à côté d'une femme qui partageait les traits délicats et les yeux brillants de sa femme Rebecca. La ressemblance était indéniable. De toute évidence, il s'agissait de sœurs, avec la même courbe des joues et la même inclinaison du menton qui avaient fait tomber Jeremiah amoureux au premier regard. « Catherine, » dit Sterling doucement, sa voix dépourvue de sa menace calculée habituelle. « La sœur aînée de Rebecca, ma femme, ma bien-aimée Catherine. » Les pièces d'un puzzle dont Jeremiah ignorait l'existence commencèrent à s'assembler avec une clarté écœurante. Catherine Richardson, la mère de Molly, avait été la femme de Sterling avant que la tragédie ne les sépare. Les lettres dans le sac caché de Molly, le papier coûteux et l'écriture soignée, les mentions de séparation et de retrouvailles. Elle racontait une histoire bien plus complexe que les simples difficultés de la vie à la frontière. « Tu le savais, » continua Sterling, les mains à plat sur le bureau malgré l'arme pointée sur sa tête. « Une partie de toi a toujours su qu'il y avait plus que le hasard dans tout cela. Un homme comme moi ne constitue pas des dossiers détaillés sur tous les vagabonds qui errent dans la ville, à moins d'avoir un intérêt personnel. Catherine t'a quitté. Catherine m'a été volée par l'influence de sa sœur, par les idées empoisonnées de Rebecca sur l'amour, la liberté et le choix. » La voix de Sterling reflétait 20 ans d'amertume accumulée. Ils se sont convaincus mutuellement qu'ils méritaient mieux que la vie que je pouvais leur offrir. Alors, Catherine a pris notre fille, oui. Jeremiah, Molly est ma fille. Et elle s'est enfuie vers l'est pour rejoindre Rebecca. Cette révélation frappa Jeremiah comme un coup physique. L'enfant qu'il avait essayé de sauver était la chair et le sang de Sterling, ce qui expliquait à la fois son obsession pour elle et la cruelle précision de sa vengeance. Il ne s'agissait pas seulement de trafic d'enfants à des fins lucratives. Il s'agissait de l'amour tordu d'un père qui s'était transformé en quelque chose de monstrueux. Lorsque la choléra est arrivée, Sterling a poursuivi. Lorsqu'elle m'a balayé l'immeuble où il vivait à Boston, Catherine m'a envoyé un message me suppliant de prendre Molly avant qu'elle et Henry ne meurent. Mais le message est arrivé 3 jours trop tard. Ma fille avait déjà été envoyée dans l'Ouest pour vivre avec une famille qui l'accueillerait. Jeremiah réfléchit rapidement aux implications qui changeaient tout ce qui s'était passé la semaine précédente. C'est vous qui avez fait venir les Richardson à Willow Creek. Je leur ai fait une offre. Ils ne pouvaient pas refuser du travail, un toit, une chance pour Henry de gagner un salaire décent dans les mines pendant que Catherine se remettait de la pneumonie qui allait finalement la tuer.
Je voulais que ma famille soit à nouveau réunie. Je voulais montrer à Catherine que je pouvais leur offrir une vie meilleure que la pauvreté qu'elle avait choisie dans l'Est, mais ils sont morts quand même. Le rire de Sterling était aussi amer que le vent hivernal. Ironique, n'est-ce pas? Je les ai amenés ici pour les sauver, et ils sont morts de la même fièvre qui tuait les gens à Boston. Mais au moins, Molly a survécu. Au moins, j'ai eu une dernière chance d'être un père pour ma fille. L'arme semblait incroyablement lourde dans la main de Jeremiah, alors que toute l'étendue de la folie de Sterling devenait claire. Il ne s'agissait pas d'une entreprise criminelle motivée par le profit. C'était le fantasme de vengeance élaboré d'un homme qui avait perdu tout ce qui comptait pour lui et qui avait choisi de blâmer le monde plutôt que d'examiner ses propres échecs, les autres enfants. Des dommages collatéraux. Un homme a besoin de ressources pour mener le genre de guerre que je mène. Le trafic fournit le financement et la couverture de ce qui a toujours été une mission personnelle. Sterling se tourna lentement vers l'arme. Ses yeux brillaient d'une lueur propre aux fanatiques et aux fous. Chaque enfant que j'ai enlevé, chaque famille que j'ai détruite, tout cela n'était qu'un entraînement pour le moment où je pourrais enfin te montrer ce que signifie vraiment la perte. Tu voulais que je trouve Molly. Tu voulais que je m'intéresse à elle. Je voulais que tu vives ce que j'ai vécu il y a 20 ans. L'impuissance de voir quelqu'un qui t'est cher s'éloigner sans que tu puisses rien faire pour le sauver. La conscience que tes choix ont conduit à leur souffrance. Sterling tendit lentement la main vers un autre tiroir du bureau. Ses mouvements étaient prudents et délibérés. À l'intérieur se trouvaient d'autres photographies, des images qui documentaient des années de surveillance patiente et de planification obsessionnelle. Des photos de Jeremiah dans divers camps de montagne prises avec des télescopes à des distances impossibles. Une carte montrant ses déplacements saisonniers, ses terrains de chasse préférés, les habitudes de son existence solitaire. Je t'observe depuis 15 ans, attendant le bon moment pour te faire sortir de ta cachette. Le prédicateur vivant comme un ermite, se punissant pour une petite erreur, tandis que je reconstruisais toute ma vie autour de la vengeance d'une injustice bien plus grande. Mais parmi les photos, il y avait autre chose. Une pile de documents portant des cachets officiels et des signatures officielles. Des documents juridiques qui ont fait sombrer Jeremiah dans le désespoir lorsqu'il en a lu le contenu. Un décret d'option audit Sterling, remarquant son attention. Parfaitement légal, dûment attesté. Molly Richardson est désormais officiellement Molly Sterling, ma fille légalement reconnue. Le marshal fédéral Hawthorne a signé les papiers hier soir. Le piège a révélé son dernier ressort. Non seulement Sterling était le père biologique de Molly, mais il en avait désormais également la garde légale. Toute tentative de sauvetage serait qualifiée d'enlèvement en vertu de la loi territoriale. La corruption de Hawthorne servait plusieurs objectifs. Il fournissait à Sterling une sanction officielle tout en s'assurant que toute enquête serait menée par quelqu'un ayant un intérêt personnel à maintenir le système actuel. Vous avez pensé à tout. J'ai eu 20 ans pour planifier. 20 ans pour accumuler des ressources, établir des connexions, positionner les pièces sur l'échiquier. Ce n'est pas un coup désespéré, Jeremiah. C'est l'aboutissement de 2 décennies de travail patient. Sterling se leva lentement, ses mouvements suggérant un homme enfin prêt à révéler ses intentions ultimes. Demain, Marshal Hawthorne vous arrêtera pour l'enlèvement de Molly Sterling. Vos amis seront accusés de complicité. Les tribunaux territoriaux vous jugeront pour des crimes passibles de la peine de mort. Et j'aurai une place au premier rang pour voir enfin justice être faite. Et Molly, ma fille, grandira en sachant que son père l'a protégée d'hommes dangereux qui lui auraient fait du mal. Elle apprendra à apprécier la sécurité et la protection que je peux lui offrir. Finalement, elle comprendra que tout ce que j'ai fait était motivé par l'amour. La folie dans la voix de Sterling était désormais totale. La façade rationnelle de l'homme d'affaires avait finalement disparu pour révéler le père obsédé qui se cachait derrière. Il croyait sincèrement que ses actions étaient justifiées, que le trafic d'enfants était un dommage collatéral acceptable dans sa quête d'une justice paternelle tordue. Les autres enfants de votre opération, qu'advient-il d'eux? Les affaires se déroulent comme prévu. Mes acheteurs ont déjà payé, le transport est organisé et Marshal Hawthorne veillera à ce que la livraison se passe sans encombre. Une fois mes affaires personnelles réglées, je me retirerai peut-être complètement du secteur de la protection de l'enfance. Il a rempli son rôle. Jeremiah fixait la photo sur le bureau. 4 jeunes gens pleins d'espoir et d'amour, inconscients des tragédies qui finiraient par déchirer leur petit cercle.
Rebecca et Catherine étaient deux sœurs qui s'étaient soutenues mutuellement dans leur rêve d'une vie meilleure. Louis et Sterling étaient beaux-frères et partageaient les dîners du dimanche et les fêtes de Noël. Aujourd'hui, l'une des sœurs était morte du choléra, l'autre de la fièvre. L'un des beaux-frères s'était devenu un monstre qui vendait des enfants comme du bétail. L'autre avait passé 20 ans à fuir son passé pour finalement découvrir que celui-ci le traquait avec une patience systématique. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, dit finalement Jeremiah en baissant son arme, mais sans la ranger. J'aime Rebecca plus que la vie elle-même. Mais je n'aurais jamais détruit des enfants innocents pour soulager la douleur de l'avoir perdu. Non, acquiesça Sterling. Tu t'es simplement enfui et tu as laissé le monde se débrouiller sans la justice unique du prédicateur. Tu as choisi la voie lâche de l'isolement noble, tandis que des hommes comme moi ont fait tout ce qui était nécessaire pour atteindre leurs objectifs. L'accusation était douloureuse, car elle contenait juste assez de vérité pour être dangereuse. Jeremiah avait en effet choisi l'exil plutôt que de continuer à s'engager, la solitude plutôt que les complications des relations humaines. Mais il y avait une différence entre se retirer de la société et persécuter activement des innocents, une distinction que la folie de Sterling avait depuis longtemps effacée. Molly mérite mieux que nous deux. Jeremiah répondit, peut-être, mais elle va m'avoir parce que je suis son père, et tu n'as plus beaucoup de temps pour changer quoi que ce soit d'important. À travers les fenêtres du bureau, la lumière de l'aube commençait à se glisser à travers les montagnes, peignant les sommets enneigés de nuances de rose et d'or. Quelque part dans l'enceinte de Sterling, une petite fille qui avait les yeux de sa grand-mère et le courage de sa mère se réveillait pour une nouvelle journée de captivité, sans savoir que toute sa vie était devenue le centre d'un complot de vengeance préparé depuis 20 ans. L'arsenal caché sous l'église abandonnée racontait une histoire différente de Willow Creek que la plupart des visiteurs ne connaîtraient jamais. Alors que Jeremiah descendait dans la cave à légumes transformée en armurerie, la lumière de la lanterne révéla les armes accumulées par les habitants de la ville qui avaient compris que parfois, le salut passait par la préparation à la guerre. Martha était déjà là, en train de nettoyer un fusil qui avait appartenu à son défunt mari. Otto rangeait ses armes artisanales à côté des fusils de chasse. Contribué par d'autres familles, le Dr. Morrison inventoriait les fournitures médicales avec l'attention méthodique qu'il réservait habituellement à la préparation des instruments chirurgicaux. Ces personnes étaient en train de se transformer de citoyens en soldats, poussés par des circonstances qui ne laissaient aucune place à la demi-mesure. « Combien ?» demanda Otto, sans lever les yeux du couteau qu'il affûtait. 17 enfants dans le complexe principal, répondit Jeremiah, en posant des registres volés sur une table de fortune. 8 autres à la ferme, 3 détenus à la scierie pour ce que Lynch appelle un traitement spécial. Le langage clinique ne pouvait masquer l'horreur que ces mots représentaient. 28 enfants âgés de 6 à 14 ans, tous piégés dans un système conçu pour effacer leur identité et vendre leur avenir aux plus offrants. Guards, 26 au total répartis entre les 3 sites. Les combattants les plus expérimentés sont affectés au complexe principal. Jeremiah étala les cartes détaillées que Martha l'avait aidé à créer pendant leur mission de surveillance. Mais il y a un problème. Sterling avance le calendrier. Le transport partira demain à l'aube au lieu de demain dans la journée. Après avoir levé les yeux de la correspondance qu'il avait falsifiée, des documents d'apparence officielle qui pourraient leur faire gagner de précieuses minutes de confusion pendant les premières phases de leur assaut, cela avait du sens de son point de vue. L'arrivée de Marshal Hawthorne lui confère une protection fédérale, mais cela signifie également une surveillance accrue. Mieux valait conclure l'affaire tant qu'il pouvait encore contrôler le récit. Le calendrier resserré imposait des décisions difficiles concernant les priorités et l'allocation des ressources. Ils ne pouvaient pas attaquer les 3 installations simultanément avec leurs effectifs limités, ce qui signifiait choisir quels enfants sauver et lesquels abandonner, du moins au début. Le complexe principal d'abord, dit Martha avec une autorité tranquille. C'est là qu'ils gardent Molly et les autres cibles de grande valeur. Si nous ne pouvons pas tous les sauver, nous sauverons celui qui a le plus de valeur pour Sterling. Hayes avait étudié les horaires de rotation des gardes avec l'intensité d'un général planifiant une campagne. Le meilleur créneau se situe entre minuit et 2 heures du matin. Le changement d'équipe à minuit crée 15 minutes de confusion pendant que les nouveaux gardes s'orientent. La plupart des hommes de Sterling seront fatigués après une journée entière de préparation.
Otto testa l'équilibre d'un pied de biche modifié, dont l'extrémité avait été affûtée pour servir à la fois d'outil et d'arme. Et le Marshal fédéral? Hawthorne a une autorité légale qui l'emporte sur tout ce que nous pourrions accomplir. Hawthorne n'arrivera pas avant demain soir, dit Lynch en consultant l'agenda de Sterling. Sterling veut que les enfants soient partis avant qu'il y ait le moindre risque de contrôle fédéral. Même corrompu, ajouta le Dr. Morrison en finissant de ranger ses fournitures médicales et en levant les yeux avec l'expression fatiguée d'un homme qui réfléchit au fossé entre son serment de guérir et la réalité de ce que la guérison exige parfois. Il nous faudra un endroit où emmener les enfants après. Un endroit sûr pendant que nous trouvons des solutions à long terme. L'ancien camp minier de Copper Creek, suggéra Jeremiah, à 30 km au nord, accessible en charrette, assez d'abri pour 30 personnes si nous nous serrons un peu. Les hommes de Sterling ne penseront pas à chercher là immédiatement. Martha approuva d'un signe de tête. Ma pension dispose de provisions que nous pouvons transporter, des couvertures, de la nourriture, des produits de première nécessité. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour garder les enfants en vie pendant que nous réfléchissons à la suite. Les préparatifs pratiques se poursuivirent tout l'après-midi, chaque membre du groupe prenant ses dispositions finales pour ce qui pourrait être son dernier jour parmi les vivants. Mais sous la surface, l'efficacité cachait des courants de doute et de détermination qui témoignaient de la transformation fondamentale que ces gens ordinaires avaient subie. Il y a autre chose dont nous devons discuter, dit Jeremiah lorsque la planification immédiate fut terminée. Sterling connaît mon passé de prédicateur. Il prépare cette confrontation depuis 20 ans, ce qui signifie qu'il connaît ma façon de penser et d'agir. Tout ce que nous ferons ce soir sera anticipé dans une certaine mesure. Otto interrompit la préparation de son arme. Que veux-tu dire? Je veux dire qu'en utilisant des tactiques standards, nous allons tous nous faire tuer. Sterling s'attend à voir le prédicateur, le chasseur de primes méthodiques qui s'appuie sur le pistage. La petite est d'une préparation minutieuse. Nous devons être différents. Hayes se pencha en avant, son esprit pratique de propriétaire d'écurie engagé dans le problème. Comment différent, désespéré, chaotique, le genre de tentative de sauvetage que des gens ordinaires pourraient monter lorsqu'ils sont poussés au-delà de toute planification rationnelle. Jeremiah désigna les cartes et les horaires qu'ils avaient préparés. Toutes ces informations sont précieuses, mais elles nous rendent également prévisibles. Sterling aura des contre-mesures pour tout ce qui est trop sophistiqué. La stratégie qui émergea de leur discussion était à la fois plus simple et plus dangereuse que leurs plans initiaux. Au lieu de frappes coordonnées contre plusieurs cibles, ils concentreraient tous leurs efforts sur le complexe principal où Sterling gardait ses prisonniers les plus précieux. Au lieu de la discrétion et de l'infiltration, ils miseraient sur la vitesse et une force écrasante appliquée au moment de la confusion maximale. Lynch resterait en ville, conservant sa couverture de comptable loyal de Sterling jusqu'au dernier moment. Son travail consistait à créer des distractions qui éloigneraient les gardes du complexe, de petits incendies, des rapports de troubles dans les autres installations, toute urgence susceptible de réduire le nombre de défenseurs auxquels ils seraient confrontés. Martha et Hayes s'occuperaient du transport, plaçant des chariots à des endroits stratégiques pour une évacuation rapide une fois les enfants libérés. Leurs chevaux étaient déjà sélectionnés, leurs itinéraires planifiés à travers un terrain difficile à suivre pour une poursuite à cheval. Le Dr. Morrison allait installer un hôpital de campagne au camp minier, se préparant aux blessures inévitables lorsque la violence éclatait dans des espaces confinés. Sa trousse médicale contenait désormais des articles qui ne faisaient pas partie de sa formation initiale. Du matériel pour soigner les blessures par balles, les brûlures et les traumatismes résultant de la lutte désespérée de personnes pour leur survie. Otto et Jeremiah allaient attaquer directement le complexe, utilisant les connaissances du forgeron en métallurgie pour enfoncer les portes verrouillées et l'expérience des anciens chasseurs de primes en matière de violence pour neutraliser les menaces qui ne pouvaient être évitées. À l'approche du soir, le groupe se rassembla dans le sanctuaire principal de l'église pour ce qui pourrait être leur dernière réunion. Quelqu'un avait allumé des bougies le long de la balustrade de l'autel, dont les flammes vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs qui avaient été témoins de décennies de prières, de confessions et de célébrations des moments les plus importants de la vie. 28 enfants, dit Martha, sa voix résonnant à travers les bancs vides.
28 âmes qui méritent d'avoir la chance de grandir libres et en sécurité. Quoi qu'il arrive ce soir, nous nous battons pour quelque chose qui compte plus que notre propre survie. Otto se leva et se dirigea vers l'autel, plaçant sa croix de bois improvisée parmi les bougies avec un soin respectueux. Pour Tommy, pour Rebecca, pour tous les enfants dont nous ne connaissons pas les noms, mais dont la vie a quand même de la valeur, le Dr. Morrison le rejoignit, ajoutant sa trousse médicale au sanctuaire improvisé. Pour le serment que j'ai prêté de soigner les gens, même lorsque cela implique de combattre la maladie à sa source. Hayes et Lynch suivirent, chacun apportant quelque chose de personnel à la collection d'objets qui représentait leur engagement dans la tâche de cette nuit. Enfin, Jeremiah s'avança et plaça la Bible de son père à côté de la croix, ses pages usées ouvertes sur le psaume qui parle de défendre les faibles et les orphelins pour leur rédemption, dit-il doucement. Pour avoir la chance d'utiliser les compétences que j'ai acquises au service de quelque chose de bien, au lieu de fuir les erreurs de mon passé. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à leur plan, mais leur offrant également une couverture qui pourrait s'avérer inestimable. La tempête étoufferait les bruits, réduirait la visibilité pour les siècles Sterling et rendrait le pistage plus difficile pour quiconque aurait survécu et chercherait à les poursuivre alors qu'ils se préparaient à quitter l'Église et à entamer la phase finale de leurs préparatifs. Martha attrapa le bras de Jeremiah. Cette petite fille, Molly, elle ne sait rien de tout ça, n'est-ce pas? Mais Sterling étant son père, elle ne sait rien du lien avec la sœur de ta femme. Pour elle, Sterling n'est qu'un autre monstre qui lui a volé sa liberté. C'est peut-être mieux ainsi. Peut-être. Ou peut-être a-t-elle le droit de comprendre pourquoi cela lui arrive. Les yeux de Martha reflétaient la sagesse que l'on acquiert en vivant une perte et en trouvant des moyens d'y survivre. Les enfants sont plus forts que nous le pensons, et ils méritent la vérité, même lorsque celle-ci est douloureuse. Cette réflexion resta dans l'esprit de Jeremiah alors qu'il terminait ses derniers préparatifs, vérifiant les armes et passant en revue les plans qui permettraient soit de libérer 28 enfants, soit de les faire tous tuer dans la tentative. Quelque part dans l'enceinte de Sterling, Molly essayait probablement de dormir malgré sa peur, inconsciente que toute sa vie était devenue le centre d'un conflit entre des hommes qui s'étaient autrefois considérés comme une famille. Le lendemain apporterait des révélations qui changeraient sa compréhension d'elle-même, de son passé et de la nature complexe de l'amour qui pouvait se transformer en obsession. Mais ce soir-là, elle n'était qu'une enfant effrayée qui avait besoin d'être sauvée. Et cette simple vérité suffisait à justifier tous les risques qui l'attendaient. Les armes rassemblées par la communauté brillaient à la lueur des bougies. Des fusils de chasse, des couteaux de fortune, des outils transformés en instruments de libération. Chaque objet représentait un choix fait par des gens ordinaires qui avaient décidé que certains combats valaient la peine d'être menés, quelles que soient les chances de réussite. Dans quelques heures, ces armes allaient écrire le prochain chapitre de l'histoire de Willow Creek. D'une manière ou d'une autre, la cloche de l'église gisait en morceaux à côté de la porte du sanctuaire. Sa surface en bronze était fissurée et noircie par l'explosion qui l'avait arrachée du clocher il y a des années. À présent, lorsque Martha la frappait avec le marteau d'Otto, la cloche brisée produisit un son lugubre qui résonna dans la ville gelée comme un appel à l'aide ou un appel au combat. Minuit était arrivé à Willow Creek avec la neige et un vent glacial qui poussait les habitants à se blottir près de leur Brace Row et à raccourcir leur patrouille de vigilance. Depuis sa position dans les arbres derrière l'enceinte de Sterling, Jeremiah pouvait voir les mouvements des gardes devenir plus prévisibles, le confort l'emportant sur la prudence. 3 hommes marchaient autour du périmètre à des intervalles qui créaient un intervalle de 15 secondes à l'angle nord-est de la propriété. Assez de temps pour que quelqu'un sachant se déplacer silencieusement se faufile à travers leur défense. Le signal arriva exactement comme prévu. La diversion de Lynch éclata à la scierie sous la forme d'un incendie d'entrepôt qui illumina le ciel sud d'une lueur orange et envoya tous les hommes disponibles se précipiter vers ce qui semblait être l'installation la plus précieuse de Sterling en proie aux flammes. À travers la propriété de Sterling, des cris ont éclaté lorsque les gardes ont reçu l'ordre d'abandonner leur poste et de participer à l'intervention d'urgence. Otto a émergé de la tempête tel un dieu forgeron vengeur. Son imposante silhouette était à peine visible jusqu'à ce qu'il soit à portée de main des dernières gardes. L'homme n'a pas eu le temps de lever son fusil
avant que le pied de biche modifié d'Otto ne s'abatte sur son crâne, le faisant tomber dans la neige sans un bruit. Deux autres gardes sont tombés tout aussi rapidement, victimes de leur propre excès de confiance et de l'effet de surprise. Le bâtiment principal du complexe se dressait devant eux comme une forteresse, avec ses fenêtres grillagées et ses portes renforcées par des bandes de fer qui témoignaient de la paranoïa de Sterling à l'idée de perdre ses biens les plus précieux. Mais Otto avait passé des décennies à travailler le métal et les serrures n'étaient pour lui qu'une autre forme de travail du métal à comprendre et à surmonter. 15 enfants au deuxième étage, murmura Jeremiah, en consultant les plans du bâtiment fournis par Lynch. Molly devait se trouver dans la pièce nord-est. Sterling gardait ses marchandises de choix à l'écart du reste de la population. La serrure de la porte d'entrée céda avec une facilité surprenante sous les outils d'Otto et les goupilles s'ouvrirent dans un clic, révélant un couloir qui menait à un escalier menant aux étages supérieurs. Mais alors qu'il franchissait le seuil, l'instinct de Jeremiah lui lança un avertissement que ses 20 années de survie dans la nature lui avaient appris à ne jamais ignorer. Le bâtiment était trop silencieux. Même les enfants effrayés faisaient du bruit, respiraient, bougeaient, les petits bruits qui accompagnent la présence humaine. Le silence qui les accueillit semblait artificiel, dangereux, comme le moment qui précède l'attaque d'un prédateur. « C'est un piège », murmura-t-il. Mais Otto se dirigeait déjà vers les escaliers, poussé par la pensée de son fils disparu et par l'espoir de pouvoir enfin riposter contre le système qui avait tant volé à tant de familles. L'explosion retentit derrière eux, alors que la porte d'entrée se refermait et que des barres d'acier se mettaient en place avec la finalité d'une porte de prison. Des lampes à gaz s'allumèrent dans tout le bâtiment, révélant des couloirs bordés d'hommes armés qui attendaient dans l'obscurité que leur proie tombe dans le piège. Voss apparut en haut de l'escalier, sa carrure rendue encore plus intimidante par le fusil qu'il tenait à la main et son sourire qui trahissait son anticipation comblée. « Monsieur Kyne, Monsieur Brennan, merci d'avoir accepté l'invitation de Monsieur Sterling. Où sont les enfants? En sécurité, je vous l'assure, mais leur localisation dépend en quelque sorte de votre volonté de coopérer avec certaines dispositions qui ont été prises en votre nom. » D'autres hommes armés émergèrent des portes et des alcôves, leur position choisie pour fournir un feu croisé qui rendrait toute résistance suicidaire. La voix de Sterling résonna dans les haut-parleurs fixés près du plafond, une sorte de système de tube acoustique qui lui permettait de s'adresser à eux sans risquer sa propre sécurité. « Messieurs, bienvenue dans le dernier acte de notre petit drame. J'espère que vous appréciez la minutie des préparatifs. 20 ans de planification ont tendance à produire une attention particulière aux détails. Jeremiah scruta la pièce à la recherche d'avantages, de voies d'évasion, de tout ce qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur. Mais Sterling avait effectivement pensé à tout. Chaque angle était couvert, chaque arme potentielle retirée, chaque option, sauf la reddition éliminée, grâce à une préparation minutieuse. Les enfants, Jeremiah, sont exactement là où vous vous attendiez à les trouver. À l'étage, enfermés dans des pièces qui leur servent à la fois de protection et de prison. La question est maintenant de savoir si vous les reverrez vivants ou si vous les rejoindrez simplement dans le sort qui les attend. Les mains massives d'Otto se crispèrent autour de son pied de biche. Mais même sa force ne pouvait venir à bout d'une douzaine de fusils pointés sur sa poitrine. « Que voulez-vous? » « La justice, répondit la voix de Sterling à travers les tubes acoustiques. « Avec 20 ans de retard, mais la justice quand même. Monsieur Kane répondra de son rôle dans la destruction de ma famille, et vous servirez tous d'exemple pour montrer le prix à payer lorsqu'on s'immisce dans des affaires qui ne nous concernent pas. » À travers les fenêtres du bâtiment, une lumière orange continuait de clignoter en provenance de la scierie, où les tirs de diversion de Lynch détournaient les ressources des autres installations de Sterling. Mais le sauvetage qui devait être rapide et décisif s'était transformé en une impasse où la vie des enfants était en jeu, entre des habitants désespérés et la vengeance soigneusement orchestrée d'un fou. La cloche brisée sonne toujours juste, Martha avait dit lorsqu'ils avaient planifié cet assaut. Même les choses endommagées peuvent sonner l'appel lorsque la justice doit être rendue. Désormais encerclé par ses ennemis et confronté à des obstacles qui semblaient insurmontables, Jeremiah espérait que les choses brisées pourraient encore trouver le moyen d'accomplir leur destin. Du deuxième étage monta un son qui trancha le triomphe de Sterling comme une lame dans la soie.
la voix d'un enfant entonnant un chant de défi. La mélodie était simple, le genre d'hymne que les églises de la frontière utilisaient pour enseigner l'espoir et la foi aux enfants. Mais en l'entendant maintenant, chanté par une petite fille qui avait affronté des horreurs qu'aucun enfant ne devrait endurer, ces notes simples se transformèrent dans quelque chose qui fit réfléchir les hommes adultes et leur rappela pourquoi ils se battaient vraiment. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. La voix de Molly se propagea à travers les tubes acoustiques du bâtiment, atteignant tous les coins où les hommes de Sterling attendaient, armés et animés d'intentions cruelles. Mais il y avait autre chose dans sa chanson, une force qui évoquait le médaillon en argent de sa grand-mère serré contre son cœur, les lettres de sa mère qui lui murmuraient des mots d'encouragement à travers les années, une enfant qui refusait de laisser les ténèbres éteindre la lumière que sa famille lui avait donnée. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Voss se dandinait nerveusement en haut des escaliers, son fusil tremblant tandis que la chanson continuait. Même la voix de Sterling dans les tubes acoustiques s'était tue, comme si le courage de sa fille avait momentanément perturbé sa vengeance soigneusement orchestrée. Ce moment d'hésitation était tout ce dont Otto avait besoin. Le pied de biche du forgeron vola dans les airs avec une précision mortelle, frappant la tempe du garde le plus proche et le faisant dégringoler dans les escaliers. Le bruit de sa chute déclencha le chaos, les hommes essayant de maintenir leur position tout en faisant face à la violence soudaine qui éclatait parmi eux. Jeremiah roula derrière une table renversée alors que des coups de feu éclataient dans le bâtiment. Des éclats de bois et de la poussière de plâtre remplissaient l'air comme une neige mortelle. Le pistolet de son père était stable dans ses mains, alors qu'il ripostait avec la précision qui avait autrefois fait du prédicateur un nom chuchoté, avec un respect craintif dans tous les territoires. Mais c'est Otto qui devint l'œil du cyclone, son corps massif se déplaçant avec une grâce surprenante alors qu'il maniait des armes forgées dans son propre atelier. Des années de frustration, des mois de préparation et l'amour désespéré d'un père qui avait perdu son fils se combinèrent pour le rendre imparable. Les gardes tombèrent devant ces armes improvisées comme du blé devant une faux, leur supériorité numérique ne signifiant rien face à la rage concentrée d'un homme qui avait enfin trouvé sa cible. Continue de chanter, mon enfant. Otto rugit en montant les escaliers, se frayant un chemin à travers les hommes de Sterling. Continue de chanter pour que nous sachions où te trouver. La voix de Molly ne faiblit pas. D'autres enfants se joignirent à elle, élevant leur voix dans le même hymne, créant un chœur qui parlait de l'espoir survivant dans les endroits les plus sombres. À travers le chaos des coups de feu et des cris, leur chant devint un phare qui guida les secours vers ceux qui en avaient le plus besoin. Jeremiah se fraya un chemin dans les escaliers. Chaque marche était gagnée par la violence, à la fois nécessaire et terrible. Ce n'étaient pas des hommes mauvais au sens simple du terme. C'étaient des gens désespérés qui avaient choisi de servir Sterling parce que la survie dans les territoires frontaliers se résumait souvent à choisir la protection la plus forte disponible. Mais la vie des enfants était en jeu, et la complexité morale était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. Le couloir en haut des escaliers s'étendait comme un canyon entre lui et les portes verrouillées qui le séparaient de son objectif. Voss attendait au bout du couloir, sa silhouette imposante occupant tout l'espace étroit, son fusil pointé avec une compétence professionnelle. C'était la confrontation que Jeremiah redoutait, non pas parce qu'il craignait la taille ou l'habileté de cet homme, mais parce que tuer Voss l'obligerait à redevenir le prédicateur, pleinement et complètement. 20 ans, dit Voss, sa voix portant clairement malgré les coupes de feu qui continuaient à retentir en bas. 20 ans que Sterling prépare ce moment. Tu penses pouvoir débarquer ici et réduire à néant 2 décennies de travail? Je pense que les enfants méritent mieux que d'être vendus comme du bétail. Les enfants méritent de manger. Ils méritent un toit. Ils méritent d'apprendre des compétences qui leur permettront de survivre dans un monde qui n'accorde aucune charité aux faibles. Voss leva son fusil avec un soin délibéré. Sterling offre tout cela, plus un but. Que proposes-tu à part de beaux discours sur la justice? Le débat philosophique prit fin lorsque la voix d'Otto dans la cage d'escalier. Un cri de douleur et de rage qui signifiait que le forgeron avait été blessé, mais pas arrêté. Le temps se comprima entre 2 battements de cœur, tandis que Jeremiah prenait la décision qui allait définir tout ce qui allait suivre.
Le pistolet de son père parla avec l'autorité d'une écriture gravée. Sa balle trouva le cœur de Voss avec la précision d'un jugement divin. Le grand homme tomba en arrière contre la porte verrouillée de la prison de Molly. Son sang peignit le bois de motif qui entraîne les rêves de Jeremiah pendant toutes les années qui lui restaient à vivre. Le médaillon en argent refléta la lumière de la lampe lorsque Molly se pressa contre la petite fenêtre de la porte, le visage empreint du courage dont font preuve les enfants lorsqu'ils n'ont d'autre choix que d'être plus courageux que les adultes. Dans ses yeux, Jeremiah vit l'écho de la force de sa grand-mère, de la détermination de sa mère et de quelque chose qui lui était propre. Le refus d'abandonner l'espoir même lorsque celui-ci semblait impossible. « Êtes-vous l'homme qui m'a donné à manger ?» demanda-t-elle à travers la porte. « Oui, et je suis ici pour vous emmener en lieu sûr. La lettre de ma maman disait que quelqu'un viendrait. Elle disait, « Les anges ressemblent parfois à des gens ordinaires. » Pendant qu'Otto s'efforçait de briser les cadenas qui retenaient prisonnières les 28 enfants, Molly continuait à chanter, un hymne devenu un chant de libération, preuve que certaines lumières brillaient trop fort pour que même les ténèbres les plus profondes puissent les éteindre. 3 mois plus tard, la nouvelle Bible reposait sur la chaire de l'église reconstruite de Willow Creek, sa reliure neuve et ses pages impeccables, symbolisant la volonté de la communauté de prendre un nouveau départ. Jérémie se tenait devant une assemblée composée de visages familiers et de nouvelles familles qui avaient déménagé en ville après avoir entendu parler d'un endroit où des gens ordinaires avaient résisté au mal et avaient gagné. Le service du matin avait attiré presque toute la ville. Martha était assise au premier rang avec Rebecca. Sa fille était enfin revenue après 7 ans passés dans le réseau de Sterling. La jeune fille était maigre et avait les yeux cernés, mais elle était en vie et se remettait grâce aux soins patients de sa mère. Le Dr. Morrison travaillait avec elle d'eux, utilisant des techniques qu'il avait apprises pour traiter des traumatismes plus profonds que les blessures physiques. Otto occupait sa place habituelle près du fond. Son corps massif était en quelque sorte adouci par le petit garçon appuyé contre son épaule. Tommy avait grandi pendant sa captivité, mais il s'intégrait toujours parfaitement dans le creux du bras protecteur de son père. La croix en bois sculptée par Otto était posée sur le rebord de la fenêtre à côté d'eux, captant la lumière du matin qui peignait sa surface rugueuse d'une chaleur dorée. Samuel Hayes avait agrandi son entreprise de location de chevaux afin d'accueillir le flux constant de visiteurs venus écouter les histoires des enfants de Willow Creek. Son neveu travaillait désormais à ses côtés, apprenant le métier et reconstruisant lentement la confiance que la captivité lui avait volée. Le garçon sursautait encore aux mouvements brusques, mais les chevaux semblaient l'apaiser d'une manière que la compagnie humaine ne pouvait égaler. Patrick Lynch avait été nommé nouveau greffier de la ville. Ses compétences en matière de documentation servaient désormais la transparence plutôt que la dissimulation. Le registre qui avait autrefois permis de suivre les activités de traite d'êtres humains de Sterling avait été remis aux autorités fédérales, les vrais, et non aux fonctionnaires corrompus qui servaient des entreprises criminelles. La justice avançait lentement dans les voies officielles, mais elle avançait néanmoins. Le Marshal fédéral Hawthorne avait été arrêté 2 semaines après le sauvetage, sa corruption ayant été révélée grâce à la documentation méticuleuse de Lynch. Le scandale avait atteint la capitale territoriale, obligeant à revoir les politiques de protection de l'enfance et les procédures de nomination qui auraient dû empêcher ces abus systématiques. C'était un début, même si tout le monde comprenait qu'un changement durable nécessiterait une vigilance constante de la part de personnes plus soucieuses de la sécurité des enfants que de la commodité bureaucratique. Sterling lui-même n'avait pas survécu à la nuit du sauvetage. Lorsque Otto et Jeremiah avaient finalement réussi à pénétrer dans les bureaux privés du complexe, ils l'avaient trouvé assis à son bureau, son revolver de service à la main et une balle dans la tempe. À côté de lui se trouvait une lettre adressée à Molly, quelques pages d'explications décousues qui tentaient de justifier 20 ans d'activité criminelle comme de l'amour paternel perdu. Faux. La lettre avait été discrètement brûlée sans que Molly n'en voie jamais le contenu. Certaines vérités étaient trop complexes pour être comprises par des enfants, et elle avait déjà assez à digérer, sans ajouter à son fardeau le raisonnement tordu de son père biologique. Elle était maintenant assise à côté de Jeremiah sur le banc de devant, sa petite main serrée dans la sienne, plus grande, tandis qu'il parlait du pardon, de la rédemption et de la façon dont les choses brisées pouvaient encore servir à de bonnes fins. Elle portait une nouvelle robe bleue que Martha lui avait cousue,
et ses cheveux étaient retenus par un ruban parfaitement assorti, ni déchiré ni décoloré, mais aussi brillant que le ciel du Montana par un clair matin d'hiver. Le médaillon en argent pendait à son cou, son poids lui rappelant constamment sa grand-mère, qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais dont la force vivait dans la courbe de son menton et la détermination de son regard. À l'intérieur du médaillon, la photographie miniature était accompagnée d'un petit bout de papier sur lequel étaient inscrits les noms de ses parents et leurs dates de naissance et de décès. Des faits qui entraînent son identité, alors même qu'elle se construisait une nouvelle vie. Ce qu'il y a avec les secondes chances, disait Jeremiah à ses fidèles, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'oublier le passé. Il s'agit d'utiliser ce que nous avons appris de nos erreurs pour construire quelque chose de mieux pour l'avenir. Sa voix portait clairement jusqu'au fond de l'église, où la pension de famille de Martha avait été transformée en un véritable orphelinat pour les enfants qui se remettaient encore de leur expérience au sein du réseau de Sterling. Au total, 26 enfants avaient été sauvés cette nuit-là. Si certains avaient retrouvé des parents éloignés ou avaient été placés dans des familles aimantes, d'autres restaient sous la garde de Willow Creek pendant qu'ils se remettaient de traumatismes qui mettraient des années à se résorber complètement. Après le service, les gens s'attardèrent dans le cimetière malgré le froid, réticents à mettre fin au sentiment de communauté qui s'était développé grâce à leur lutte commune et leur soutien mutuel. Les enfants qui, victimes quelques mois auparavant, jouaient maintenant dans la neige, leur rire résonnant sur un sol qui avait été gelé par la peur pendant le règne de terreur de Sterling. Jeremiah marchait parmi ses voisins, vérifiant que le processus de guérison allait au-delà des blessures physiques. L'ancien prédicateur était redevenu pasteur, mais son ministère était différent de ce qu'il était 20 ans plus tôt. L'expérience lui avait appris que la justice était plus compliquée qu'il ne l'avait cru autrefois, que la justice exigeait parfois de se salir les mains de sang et que la rédemption était un processus continu plutôt qu'un moment unique de grâce. Molly sautillait devant lui, ses bottes laissant de petites empreintes dans la neige, alors qu'elle se dirigeait vers le cimetière où ses parents adoptifs étaient enterrés. C'était devenu leur tradition hebdomadaire, se rendre ensemble sur leur tombe et partager des histoires sur Henry et Catherine Richardson. En parlant du genre de personnes qu'ils avaient été de leur vivant, « Penses-tu que maman et papa seraient fiers de moi ?» demanda-t-elle alors qu'ils se tenaient devant les pierres tombales simples. « Je pense qu'ils seraient émerveillés par ton courage et ta force. Je pense qu'ils diraient que tu es exactement le genre de personne qu'ils espéraient que tu deviendrais. » Elle acquiesça solennellement, puis déposa un petit bouquet de fleurs d'hiver au pied de chaque tombe. Le geste était simple, mais profond. Une enfant honorant son passé tout en embrassant son avenir, comprenant que l'amour ne s'éteignait pas avec la mort, mais se perpétuait dans les choix de ceux qui se souvenaient. Alors qu'ils retournaient vers la ville, la petite voix de Molly rompit le silence confortable qui régnait entre eux. « Tu me parleras de ma vraie maman un jour? De tante Rebecca et de ce qu'elle était. Quand tu seras prête à entendre ces histoires, je te raconterai tout ce dont je me souviens de la femme qui a appris à ta mère à être forte. » Cette promesse s'installa entre elles comme un pont reliant le passé et l'avenir, reliant l'enfant qu'elle avait été à la femme qu'elle était en train de devenir. Certaines histoires étaient trop importantes pour être perdues, même si elles étaient empreintes de douleur autant que d'amour. Derrière elles, la cloche de l'église, nouvellement fondue et correctement suspendue, se mit à sonner l'heure, sa voix claire de bronze se propageant à travers la vallée avec la nouvelle que Willow Creek avait retrouvé le chemin de l'espoir.